Test. Voilà. Alors, cette entrée Iron Man, elle vous a plu ou pas? Ouais. Est-ce que je peux vous la refaire un peu plus? Je vais vous la refaire. C'est juste parce que vous avez attendu et que du coup, on a plus de temps. Non, c'est bizarre. Allez, je vous la refais. Ça. Ouah. Alors bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue. Voilà, désolé pour ce petit retard, mais c'était pour vraiment mieux apprécier l'événement. Donc bienvenue à cette soirée coup de projecteur sur le thème des femmes inspirantes. Alors d'ores et déjà, j'ai bien vu en passant autour de vous que vous posez déjà quelques questions, hein, voilà, avant toute chose. Voilà, des questions du genre, c'est qui ce mec? Voilà. Oui, je comprends, et autre question évidente, mais pourquoi ils ont pris un homme pour parler de femmes inspirantes? Eh oui, très bonne question. Non, très bonne question, elles sont pertinentes. Je les accueille avec plaisir, sans aucune forme de reproche, voire de susceptibilité. Non, aucun. Tout va bien. Hein, la soirée commence bien, c'est super, merci. Voilà, alors, je me présente. Qui suis-je? Je suis Sébastien Blanc, alias le porteur de voix, mais comme je sens que ça se passe bien entre nous, que le feeling passe, vous pouvez m'appeler Seb. Voilà. Par contre, vous évitez de faire une allusion à tout ce qui est appareil électroménager, ce serait sympa, d'accord? Voilà, merci. Donc imaginons là, si je vous dis bonsoir tout le monde, vous pouvez me répondre bonsoir. Merci, c'est bon, le contact est créé, c'est magnifique. Alors, pour ce qui est de la question justement, pourquoi avoir choisi un homme pour animer et présenter cet événement plutôt qu'une femme? Bon, la réponse me paraît évidente, c'est tout simplement parce que... Oui, alors, petite pause dans mon introduction. Vous avez compris la blague? J'ai fait une pause dans la... Oui, alors, ça marche pas parce que c'est une blague un peu naze. Voilà. Il faut vous préparer à ce qu'il y en ait de temps en temps. Voilà. Non, je préfère vous mettre au courant dès le départ, comme ça, il n'y a pas d'arnaque. D'accord? Ça vous va? Ouais, vous commencez à être dégoûté. Ça fait 1h30 que vous attendez, vous n'en pouvez plus, quoi. Ouais, je comprends. Non. Alors... Non, il y a une pause parce que quoi? Parce que c'est le moment un peu délicat de mon introduction. Oui, je suis face à un dilemme. Alors soit je joue la carte de l'humour et la provocation et vous balance une phrase totalement misogyne du genre « Bah alors j'ai été choisi parce que les hommes sont meilleurs que les femmes ». Ouais, c'est un peu mou comme réaction, hein, non? Avec le risque évident que vous me détestiez jusqu'à la fin de la soirée, jusqu'à la fin de mon existence et même sur plusieurs générations. Ce qui est tout à fait louable de votre part. Et après, sinon, deuxième choix, deuxième solution, je peux jouer la carte de la sincérité et vous dire que quel que soit le choix, voilà, quelle que soit la raison de ce choix, c'est un vrai plaisir et une grande fierté pour moi d'être là ce soir devant vous afin de présenter ces femmes remarquables et inspirantes. Merci. Alors donc je serai votre monsieur loyal tout au long de la soirée. Donc l'idée pour moi c'est de vous accueillir, vous cajoler, vous dorloter et vous mettre dans les meilleures conditions afin d'être un public à la hauteur de l'événement. Je compte sur vous, ok? Merci, il y en a une qui suit, merci. Et bien sûr, vous l'aurez remarqué, je vais être accompagné toute la soirée de 3 interprètes de langue des signes. Donc il y a Victoria, Marine et Sandra qui peuvent monter 2 secondes, voilà. On peut les applaudir, effectivement. Voilà, elles sont juste là. Et elles vont nous accompagner tout au long de la soirée. Donc, alors, on parle de femmes inspirantes. Ne vous inquiétez pas, ça dure 2h30, hein, mon introduction. Ça va bientôt fini. On parle de femmes inspirantes, mais qu'est-ce que c'est qu'être inspirant? Alors, je sais que vous attendez toutes et tous avec impatience mon avis. C'est flagrant, voilà. Non, qu'est-ce que c'est qu'être inspirant? Alors, pour moi, je vais vous dire mon avis. Pour moi, être inspirant, c'est quelqu'un qui vous donne la chair de poule. Quelqu'un qui vous fait dire « Mais ouais, mais t'as raison, mais ça, je peux le faire. Si lui ou elle l'a fait, mais pourquoi pas moi ?» Hein? En fait, être inspirant, c'est quelque part devenir un moteur. Ouais, celle-là, elle est vraiment naze. Je suis désolé, elle m'a échappé. Alors, ce soir, mesdames et messieurs, vous avez vraiment de la chance parce que à l'ESSEC, Ève et toute son équipe vous ont fait un vrai cadeau de Noël avant l'heure. Parce que ce soir,
elles vous ont concocté pendant des mois ce cadeau immense que sont ces 8 femmes. 8 femmes, 8 parcours, 8 inspirations, et le tout en 8 fois 7 minutes. 7 minutes, c'est rien. C'est à peine 2 clips de Céline Dion. Et encore avec elles, ça paraît toujours un peu plus long. Hein. Donc 7 minutes, c'est le temps qui leur seront impartis pour échanger avec vous, pour vous nourrir, vous questionner, voire vous chambouler. Donc je sens que vous êtes bien là. Je sens que vous êtes un public prêt, alerte, attentif, prêt à les accueillir de manière exceptionnelle. Mais je veux juste vérifier une dernière chose avec vous. Ce qu'elles vont faire ce soir, c'est un véritable cadeau. Dans le sens où elles ont bossé, c'est pas naturel pour elles d'être là. Elles ont bossé, elles ont préparé, tout ça pour vous l'offrir. Donc je veux juste vérifier avec vous si vous êtes apte, si vous êtes prêt à recevoir ce cadeau. Alors pour recevoir un cadeau, il y a 4 étapes. Ouais, la première étape, c'est ouvrir ses sens, être dans l'écoute. Alors est-ce que vos sens sont prêts? Voilà, vous avez bien ouvert les oreilles, les yeux, l'odorat, vous êtes prêts à recevoir? Oui, il y en a toujours 4, ouais, c'est bien. Voilà, alors deuxième point, c'est le sourire, voir le rire. Alors, on va tester, vous êtes prêts? Ça met toujours mal à l'aise, ça. Hein. N'hésitez pas. Et le troisième point, alors là, ça s'appelle l'euphorie. C'est carrément la traduction de la joie. Alors là, voyons voir comment vous traduisez la joie. Ouais, là, c'est une petite euphorie. Hein. Là, vous attendiez un super cadeau, vous avez eu en fait un bouquet garni de la tortuguette. Non, on va dire, imaginons, vous avez eu le cadeau de vos rêves, et c'est quoi l'euphorie? Voyons voir. Voilà, d'accord, là, vous êtes un peu euphorique. Là, ça va. Et quatrième point important, ben oui, la gratitude, le merci. Allons-y. Bah de rien, ça me fait plaisir. Non, vraiment, Ben, c'est vrai que c'est mon boulot quelque part, mais c'est vrai que c'est souvent beaucoup de temps passé, parce qu'on ne pourrait pas croire comme ça, mais c'est écrit. Voilà, et c'est vrai que j'ai pris beaucoup de temps, c'est des sacrifices aussi, parce que du coup, j'ai pas pu donner le bain à mon enfant. Et c'est vrai que, mais quelque part, quand je vois comme ça dire merci, c'est énorme pour moi. Hein? Faut que j'enchaîne. Ah pardon, ok, désolé. Voilà. Donc en tout cas, je vois que vous êtes prêts, vous êtes prêtes, hein, vous êtes à point comme la merguez sur le feu. On est bon? Ok, bah alors restez comme ça, restez concentrés, restez à l'écoute, hein, et en bienveillant avec les intervenantes. Donc on se retrouve d'ici quelques minutes, voilà, pour que je vous présente les intervenantes. Mais tout de suite, pour commencer cette soirée, mesdames et messieurs, je vais laisser la place à madame Viviane de Beaufort, et attention, les titres, qui est professeure à l'ESSEC, directrice du CEDE, fondatrice des Women Programmes et fondatrice du club Génération Start-upeuse. Mesdames et messieurs, Viviane de Beaufort. Merci et bonsoir. Ce qui est génial avec ce genre d'événement, c'est qu'on a des phares dans la figure, donc en fait, je ne vous vois pas. Voilà. Mais c'est pas grave. Je voulais juste prendre quelques minutes pour vous dire que l'ESSEC est très heureuse de vous accueillir. Mon école, c'est ma maison. Je suis exigeante avec elle, notamment sur les questions de RSE et tout particulièrement de mixité, puisque je ne sais pas si je suis une femme inspirante, mais en tout cas, je suis une femme engagée, ça, il n'y a pas de doute. Et quand les choses ne sont pas possibles, eh bien, mon engagement fait qu'elles deviennent possibles. Et quand on a parlé d'inspiration, j'ai pensé à quelque chose, j'ai réalisé que ce que j'avais envie de vous dire, c'est qu'on s'en fiche de ma vie, mon œuvre. J'ai 57 ans, ça fait longtemps que je suis là. J'ai toujours autant de bonheur à enseigner à mes étudiants, à coacher plus particulièrement les jeunes filles, parce qu'elles en ont encore besoin. Je me suis égarée depuis 2008 sur les questions de mixité et j'ai créé des programmes dédiés pour accompagner les entrepreneurs, celles qui font un petit saut de côté, pour accompagner celles qui se posent des questions parce qu'elles sont en arrêt sur image dans leur carrière, genre après un retour de maternité par exemple, mais aussi dans d'autres circonstances. Et puis accompagner celles qui sont presque tout en haut à faire le dernier saut et rentrer dans les COMEX, CODIR et les conseils d'administration. Au-delà de ça, j'ai une équipe de bénévoles ici, des filles, mais des femmes, mais aussi des garçons. On a monté un groupe mixité pour vérifier que l'ESSEC était pionnier, comme c'est sa tradition, sur les engagements RSE et notamment la mixité.
on a intégré ce groupe mixité dans ce qu'on appelle le CEMAS. Le CEMAS, c'est le Centre d'excellence Management and Society, qui est dirigé par Agnès Kéréki, qui est quelque part par là, et donc je la salue sans la voir. Et c'est grâce à Séverine Geoffrey, très engagée aussi, et qui a fait tout ce qu'elle a pu pour que cet événement a lieu. Je pense même, honnêtement, Ève, que si elle n'avait pas mobilisé en interne, on n'y serait pas arrivés toutes les deux. Donc je voulais les dire quelque chose, c'est que même quand on est engagé et qu'on est inspirante, puisqu'il paraît que je le suis, on ne fait rien quand on est tout seul. On ne peut jouer qu'en équipe. Le nouveau monde, c'est les équipes. L'inspiration, c'est pas le pouvoir vertical, c'est donner envie, être exemplaire. J'essaie de le faire à l'ESSEC. L'école essaye de le démontrer auprès de nos jeunes étudiants et étudiantes, parce que ce sont elles les futures dirigeantes, ce sont eux les futurs dirigeants, et aussi beaucoup, j'espère, les futurs start-upers et start-upeuses, parce que c'est ma nouvelle passion. Alors, bienvenue à l'ESSEC et belle soirée. Merci beaucoup, Viviane. Oh, je te laisse donner à Ève. Voilà, alors je reviens pour quelques secondes, juste pour vous présenter, mesdames et messieurs. Effectivement, Viviane l'a évoqué à l'instant. Sans elle également, on n'aurait pas cette soirée. Elle a travaillé, elle a créé les Apérettes en 2012. Elle et son équipe travaillent comme des dingues depuis des mois pour vous offrir ce bel événement. Mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir comme il se doit Ève Gutiérrez, mesdames et messieurs. Merci beaucoup. Merci déjà donc effectivement à Viviane de Beaufort qui nous accueille ici et puis qui m'a beaucoup aidée en fait, qui m'a pris sous son aile et qui m'a soutenue et qui a porté ce projet. Donc merci, un grand merci. Et puis aussi un grand merci à vous tous qui êtes là pour le lancement de cette première édition de Coup de projecteur. Je suis très heureuse de voir ce projet, cette idée folle qui m'a traversé l'esprit il y a quelques mois. Je suis très heureuse de voir cette idée folle se concrétiser aujourd'hui. Et voilà, Coup de projecteur, c'est pas du tout seulement mon projet, c'est le projet de beaucoup de personnes qui sont impliquées là-dedans, que j'ai embarquées dans cette aventure. Des personnes formidables. Alors déjà, je vais remercier les sponsors, les partenaires qui nous suivent, l'agence Charleston, grâce à qui on a de superbes hôtesses ce soir, Pernod Ricard, je vais les lire comme ça, je suis sûre de ne pas en oublier. La Tribune, évidemment l'ESSEC, We Do Biz, 100 000 entrepreneurs, EF Éducation, le coach anti-blabla qui a formé toutes les femmes qui vont prendre la parole tout à l'heure, qui nous a accompagnés, French Web, le réseau des grandes écoles, et Madines. Et puis aussi, évidemment, toute l'équipe, tous ceux qui sont soudés à ce projet et qui ont participé. Voilà, c'est pas le mien, c'est notre événement. Tous les responsables de réseau, les personnes qui travaillent dans la diversité de ces entreprises, qui m'ont fait confiance et qui participent à cet événement. Voilà, je me suis inspirée de vous tous pour créer ça. Ce projet, en fait, il a pris tout son sens, surtout quand j'ai rencontré les 8 intervenantes de ce soir. Je peux vous dire que déjà, techniquement, c'est pas un exercice facile. Être sur scène seul pendant 7 minutes, c'est long. Quand on les écoute, c'est pas très long, mais au contraire, on aimerait que ça dure plus longtemps, mais quand on parle, ça peut donner le vertige. Et croyez-moi, je vois très bien ce que ça veut dire. Et donc techniquement, c'est déjà pas facile, mais en fait, ce qui les stresse le plus, ce qui leur tient le plus à cœur, c'était de vraiment réussir à apporter quelque chose, de transmettre un message. Et voilà, elles ont beaucoup bossé là-dessus. Et je trouve que c'est un super cadeau. Voilà, c'est ce que disait Seb, c'est un super cadeau. Et c'est elles qui font l'événement. C'est à elles, coup de projecteur. Donc voilà, moi je me tais, je leur laisse la parole. Merci beaucoup. Bravo. Bravo, merci infiniment, Ève. Alors, juste avant de commencer et de présenter la première intervenante, ça y est, on rentre dans le vif du sujet. J'ai juste vérifié s'il n'y a pas des gens qui sont en retard, peut-être. C'est possible d'ouvrir la porte, voir s'il y a des gens coincés qui attendent désespérément en grattant comme des chats. Ah, si, quand même, il y en a. Bonsoir, bienvenue. Personne ne vous regarde, ne vous inquiétez pas. Voilà, rentrez. Voilà, passez devant, ne vous inquiétez pas. De toute façon, vous n'êtes pas en retard, hein, ils ne sont pas en retard du tout. Non, allez-y.
toute façon, tout le monde vous voit. Hein. Si c'est pas d'être discret, c'est raté. Voilà. Bienvenue, bienvenue. Alors, mesdames et messieurs, ça va commencer. Donc, alors, pour commencer cette belle soirée, ça y est, on y est. Notre première intervenante va vous donner le smile, la pêche, la banane, quoi. Non, parce que son moteur à elle, c'est l'éclate. C'est-à-dire prendre du plaisir tout en restant soi-même. Tiens, ça me rappelle légèrement quelqu'un. Mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir comme il se doit, parce que c'est la première, elle a besoin de soutien, mesdames et messieurs, Laure Chatillon. Je suis évaluatrice. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. C'est le genre de métier où vous ne savez jamais quoi écrire lorsque c'est écrit profession dans un formulaire. Alors je vais vous dire ce que je dis à mes enfants. Vous savez ce que c'est une entreprise? Eh bien moi, mon métier c'est de vous dire combien elle vaut. Et ça m'éclate. Ça m'éclate. Parce que dans la vie, ce que j'aime, c'est quand ça m'amuse. J'ai 4 enfants, c'est pas toujours facile. Mais en général, on s'amuse énormément. Je fais du sport, et pour que ça soit fun, je glisse. Je fais du snowboard, du roller, un peu de kitesurf. Je pense que cette façon de voir les choses, de manière positive, est une grande force dans ma vie. Je dis pas que tout est toujours rose, mais j'ai tendance à ne retenir que les images positives de ma vie. Prenez la prépa, par exemple. Aujourd'hui, j'en ai presque que des bons souvenirs. Pourtant, vous pouvez demander à mes sœurs, elles vous diraient que je pourrais tout le temps. Ou encore, quand, à la naissance de mon 3e enfant, qui s'est révélé être des jumelles, accessoirement, j'ai décidé de gérer des travaux, un déménagement, tout en reprenant mon boulot. Wonder Woman, et bam, je me suis pris un mur, j'ai complètement craqué. Mais en fait, le plus important, c'est que ça m'a permis de comprendre que je ne pouvais pas tout gérer en même temps. Et qu'il fallait que je me recentre sur mes priorités. Et mes priorités sont passer du temps avec ma famille, mes amis et faire du sport, et m'éclater dans mon job. Je pense vraiment que c'est fondamental, parce que j'y passe quand même la majorité de mon temps. Alors je ne sais pas s'il y a des gens qui ont des enfants dans la salle, j'imagine que oui, et que vous avez déjà changé une couche. Alors même pour les autres, vous allez comprendre. Donc, parfois ça va, et parfois, c'est vraiment dégueu. Hein, vous en avez sur les doigts, ça pue. Mais bon, vous y prenez quand même du plaisir. C'est quand même assez paradoxal. Mais en fait, vous savez pourquoi vous le faites. Et c'est pour ça que vous prenez du plaisir. Et bien c'est pareil dans mon boulot. Je dis pas que toutes les tâches que je fais au quotidien sont stimulantes, mais j'y prends toujours du plaisir. Parce que je sais pourquoi je le fais. Parce que mon boulot est passionnant. Mais vraiment passionnant. Donner une valeur à une entreprise, ça implique de comprendre son fonctionnement, son environnement, son histoire, ses perspectives, ses projets et les motivations de ses équipes. Du coup, un aspect fantastique de mon job, c'est que je parle sans arrêt à des personnes qui sont passionnées par leur entreprise. J'ai discuté avec des couturières, me parler de leur savoir-faire unique dans des filatures à Milan. J'ai discuté avec des robots humanoïdes. J'ai visité des studios d'effets spéciaux. Et j'ai même parlé avec des ingénieurs passionnés, me parler de permutateurs et commutateurs. C'était franchement compliqué de retenir mes éclats de rire, tellement je ne comprenais rien à ce qu'ils me racontaient. J'avais l'impression d'être sur une autre planète. Alors mon conseil dans la vie, faites ce que vous aimez. Ne vous préoccupez pas du regard des autres, parce que ça va vous faire vous auto-censurer quand ça vous fait pas faire n'importe quoi. Alors quand j'ai eu 15 ans, j'ai décidé de prendre ma première cigarette. C'était pour faire cool avec mes copines. C'était franchement une belle connerie, parce que maintenant je suis stuck avec ces cigarettes. Et dans un autre style, quand récemment j'ai décidé qu'un jour je voulais devenir associée chez PwC, je me suis dit, bon, je ne vais pas avoir l'air crédible avec mon air cash, spontané, informel, toujours à fond. Donc je me suis dit, bon, ok, il faut que j'ai l'air sérieuse, grave, à marcher bien droit dans les couloirs, un peu à la Dark Vador, mais bon, sans le côté méchant. Et en fait, plus je le faisais, plus je m'ennuyais, et moins j'avais envie de devenir associée.
Et finalement, je me suis rendu compte que c'était ce côté un peu spontané qui plaisait à mes équipes et à mes clients. Et tant pis si mes réponses sont parfois un peu impulsives, parce qu'elles sont aussi super sincères et souvent, elles font avancer les choses. Alors, on me demande souvent, mais c'est pas trop dur, tu fais pas trop de sacrifices, tu culpabilises pas trop, mais t'es carriériste. Mais en fait, t'as pas trop une vie pourrie parce que bon, tu travailles quand même beaucoup. Et en fait, ça m'énerve. Mais ça m'énerve. Et ça m'énerve parce qu'on me les pose parce que je suis une femme. Alors non, j'ai pas l'impression de faire des sacrifices. J'ai un job super épanouissant. Et même s'il y a des moments difficiles, les bons moments valent vraiment le coup. Non, je culpabilise pas. Mes enfants sont super épanouis. Et pour eux, c'est la norme d'avoir une maman qui travaille. Bon, parfois un peu trop. Et non, je suis pas carriériste. Je suis ambitieuse. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'écrase pas les autres. C'est d'ailleurs pour ça que je travaille dans un partnership avec cette notion d'égalité et de solidarité entre les associés. Et non, j'ai pas une vie pourrie. Je travaille pas tout le temps. J'ai 4 enfants qui me font la fête, mais tous les soirs quand je rentre du boulot. Et littéralement, j'ai le droit à des spectacles. Et je vais partir avec eux 4 semaines en vacances cet été, comme tous les étés. Alors, en fait, je ne veux pas changer la société du jour au lendemain, mais ça me tient à cœur de faire comprendre aux gens que les stéréotypes hommes-femmes sont tenaces et souvent limitatifs. Si vous réfléchissez à la façon dont on qualifie les hommes aujourd'hui dans l'entreprise, on dirait le sens de l'action, l'assertivité, la combativité et le leadership. Pour les femmes, on dirait plutôt l'écoute, l'empathie, le sens de l'organisation et la sensibilité. Et en fait, ces stéréotypes sont liés au modèle auquel on a été le plus exposé dans notre vie. Et notre cerveau fait des espèces de raccourcis basés sur des modèles récurrents. Alors, ça vous semble peut-être caricatural. Vous vous dites, oui, c'est pas vraiment ma vision de l'homme ou de la femme. Mais en fait, si vous réfléchissez bien, est-ce que pour un homme, c'est facile de montrer sa sensibilité au bureau? Ou pour une femme, sa combativité? Eh bien, personnellement, je ne le pense pas. Et je pense même qu'il faut une sacrée dose de confiance en soi pour y arriver. Alors, pour vous donner un autre exemple bien plus personnel, je me suis rendu compte récemment que je disais beaucoup à mes filles qu'elles étaient belles, mes princesses. Et en fait, je le dis beaucoup moins à mon fils. Et c'est vraiment stupide, comme si la beauté devait être une caractéristique typiquement féminine. Alors je me reprends, je dis que mon fils est beau aussi, mon prince, ou alors qu'ils ont vachement de chance parce qu'ils sont tous super intelligents. Enfin bref, on se rattrape comme on peut. Mais en tout cas, ce que je voulais que vous reteniez ce soir, c'est que, homme ou femme, votre singularité est une force. Faites ce que vous aimez. Ne réfléchissez pas au regard des autres ou aux stéréotypes. Parce que plus vous ferez ce que vous aimerez, plus vous vous nourrirez de l'énergie que ça vous procure, et plus vous pourrez partager cette belle énergie avec les autres. En 2 mots, éclatez-vous. Bravo! Merci. Bravo Laure. Oh, tu peux allez, un dernier coup. Tiens Laure, avec un dernier coup. Je pense qu'ils ont encore vous avez encore envie de l'applaudir, non? Ouais, tu vois. Merci beaucoup et bravo Laure. Ben, c'est vrai que c'est pas facile la première. Alors vous avez compris le message, hein? Maintenant on commence à quoi? À s'éclater. Merci. Moi j'attendais que ça, hein? Parce que jusque-là, c'était un peu morose, mais maintenant, c'est bon. Je suis libéré. Merci, Laure. Alors, pour la prochaine intervenante... Ouais, ça marche bien, ça. Voilà. La prochaine intervenante va réveiller... Ah oui, il y en a qui viennent. Ah, ben, venez. Allez, venez. Discretos. Va réveiller... Donc, la prochaine intervenante... Voilà, super. J'adore, c'est génial. La prochaine intervenante va réveiller les aventuriers qui sommeillent en vous, les aventurières, pour partir à la conquête du bonheur professionnel. Et je n'utilise pas ces mots parce que c'est le titre de l'ouvrage de notre prochaine intervenante qui est paru il y a
quelques jours et qu'elle dédicacera à la fin. Non, non, non. C'est pas mon genre de faire de la pub. Non, vraiment. Non, plus sérieusement, le témoignage qui va suivre est révélateur de grandes faiblesses de notre société, mais avant tout, il est porteur d'espoir. Alors, mesdames et messieurs, je vous demande de faire un maximum de bruit pour accueillir comme il se doit Jolie Andrés, mesdames et messieurs. Je suis née dans une famille favorisée. Mon père a été pendant longtemps le bras droit du président de la République, Omar Bongo, ce qui nous a donné un cadre de vie juste incroyable. Belle maison, belle voiture, accès aux meilleures écoles et un personnel aux petits soins. Je savais que je n'avais pas du tout à m'en faire pour mon avenir et je savais même qu'à l'issue de mes études, j'aurais aucune difficulté à trouver un travail, voire un très très bel emploi. Dans la famille, nous étions une famille nombreuse, à l'africaine. Une dizaine d'enfants à peu près, rien que ça. Et dans la famille, j'étais celle qui aimait régler les conflits, donc je savais que je serais plutôt une diplomate. Et puis j'arrive en France, à la fin de mes études supérieures, avec l'objectif de faire mes études et de retourner dans mon pays d'origine. On est un petit pays au Gabon, 1 million. Souvent, on a arrondi un peu les chiffres à 1,5 million. Donc en général, quand on allait faire des études, c'était dans l'objectif de revenir. Et puis là, j'arrive en France et je rencontre l'amour. L'amour a complètement changé mes plans. Ça ne m'arrangeait pas. Parce qu'en fait, je suis venue avec l'objectif de repartir dans mon pays et surtout d'épouser, si possible, un homme de la même couleur que moi. Et tant qu'à faire, un Gabonais. Vous savez, on est 1 million d'habitants, mais avec 58 ethnies quand même. Donc je me suis toujours dit que c'est déjà tellement compliqué entre Africains et Gabonais de se comprendre que je ne vais pas me compliquer l'équation en allant épouser quelqu'un d'une origine différente. Ça, c'est la théorie. Mais dans la pratique, je suis tombée amoureuse d'un blanc. D'un white, si vous préférez. Après tout, en France, on dit bien black au lieu de noir. Bon, allez, je vais dire white. Et donc, j'avais un destin, je vous ai dit, un destin favorisé. J'avais plutôt la voie qui était préparée. Il fallait donc que je rentre annoncer la nouvelle à mes parents. Donc je rentre, et là, j'annonce la nouvelle, j'affronte mon père. Je lui dis, papa, je t'annonce que je vais me marier. Super! En plus, je suis la première fille qui lui annonce un projet de mariage, donc c'est plutôt flatteur, non, pour les parents. Donc là, mon père, il est content, c'est top. Tu te maries avec le fils de qui? Comment te dire, papa, le fils d'Andrés. Alors je vous fais avec l'accent. Il m'a dit, le fils de qui? En quoi? J'ai dit, Andrés. Papa, tu connais pas. Parce que c'est un... Oui, papa, c'est un blanc. OK. Son sang est parti en brousse. C'est une expression qui veut dire à peu près qu'il a failli faire un infarctus. Je l'ai regardé, j'ai dit, OK, ça va, il est vivant. OK, donc, il reprend ses esprits, il me dit, très bien, quelle est la grande salle que tu as réservée à Libreville pour le mariage? Et là, deuxième coup, non, papa, on va se marier en France. Le deuxième blanc. Et donc... je prends mon souffle et je lui dis en plus, papa, donc ma vie, je ne la vois pas ailleurs qu'avec l'homme que je vais épouser, donc je vais vivre en France. Très bien. Donc je ne sais pas si vous voyez la scène, mon père, notable, africain,
la figure de l'autorité, en Afrique, on ne contredit pas ses parents. C'est le respect total. Donc, il m'a fallu du courage pour lui annoncer toutes ces nouvelles-là de changement. Mon père a quand même essayé de me ramener à la raison. Il m'a dit, ma fille, mais qu'est-ce que tu vas te compliquer la vie? Tout est préparé. Tu reviens et tout de suite, je vais t'envoyer. Tu veux travailler où? Aux affaires étrangères. Tu vas aller rencontrer le ministre et tu vas commencer avec un petit poste de conseiller. Qu'est-ce que tu as à t'embêter à aller vivre en France au pays des Blancs? Est-ce que tu sais que tu ne seras jamais qu'une immigrée et que tu n'auras jamais un vrai emploi? En fait, je n'ai pas réalisé les propos qu'il me tenait. J'étais amoureuse, évidemment. Donc bon, j'ai écouté. Là, pour le coup, je me suis tue. Je suis tout de suite redevenue la fille bien docile. Et je suis revenue en France. Donc j'avais fini mes études. Et là, je trouve un stage de fin d'études dans une belle entreprise du CAC 40. Je suis fière de moi. J'ai trouvé 100 pistons. Incroyable, mais qu'est-ce qu'il m'avait dit, papa? Et là, l'entreprise avec qui ça se passe très bien m'invite même à postuler. Ce que je fais, ma candidature, elle est validée, elle est mise en attente parce qu'il n'y a pas de poste disponible. Ok, très bien, ça me va. Et donc, on me propose une solution d'intérim, le temps de trouver un poste qui se libère. Ok, très bien. Sauf que l'intérim était censé être une solution provisoire. Elle a juste duré 10 ans. Non, j'exagère, 8 ans et des brouettes. Mais je dois vous dire qu'à ce moment-là, la question du genre, la question de la couleur de la peau, pour moi, ce n'est pas un sujet. En tombant amoureuse de mon mari, je suis également tombée amoureuse de Paris. Je suis une Parisienne. Paris, c'est la ville de l'amour, c'est la ville de la modernité, c'est la ville de la multiculturalité. Il n'y a pas de racisme à Paris. Donc pour moi, ce n'est pas un sujet. Sauf que l'intérim, qui était censé être une solution provisoire, mais en fait, elle est devenue une solution pérenne. Et donc, je suivais mon dossier, j'essayais, dans mes missions d'intérim, d'aller relancer régulièrement les RH. Et là, j'ai quelques anecdotes assez intéressantes. Une fois, je vais voir le RH en charge des achats, donc où est-ce qu'il en est mon dossier? Vous savez, ça fait un peu la petite causette. Ça en est où? Est-ce que Donc là, il me dit, bah non, on est désolé, il n'y a rien. Et puis dans la discussion, il me dit, tu viens d'où d'ailleurs? Je lui dis, je viens du Gabon. Et là, ses yeux s'illuminent de bonheur. Le Gabon, joli. Mais je rentre du Gabon, d'années d'expatriation où tout était formidable, la maison, la piscine, le personnel, mes enfants, le bonheur. Et d'ailleurs, tiens, j'ai une très bonne idée. On n'a pas de poste disponible ici, mais tu sais, je peux t'appeler tout de suite les responsables de la filiale de l'entreprise au Gabon en contrat local. Et tu iras, ce sera immédiat. Donc je l'ai regardé, je ne savais pas quoi dire. Surtout que les RH, il ne faut pas trop les fâcher quand même. Lui, il rentrait d'expatriation, mais il me proposait rapatriation. Une autre encore qui était pas mal. Toujours en train de suivre mon sujet, je rencontre une RH. Très sympa la dame. À un moment, elle me dit, jolie, mais qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire de toi? Je lui dis, je ne sais pas. Et là, elle me dit, t'es une femme, t'es noire. Mais est-ce que tu n'aurais pas un tout petit handicap? Mais tout petit, tout petit. Comme ça, ton cas serait rapidement réglé. On t'embaucherait dans le cadre de quotas. J'en étais scotchée, j'ai rien pu répondre. Une autre fois, donc forcément, à force d'enchaîner les contrats d'intérim, vous savez que l'intérim, c'est quand même encadré par la loi. Donc à un moment, j'avais dépassé, à beau rectifier chaque fois les motifs, congé maternité, remplacement de ceci et cela. Donc là, les RH alertent
les managers en disant « Attention, dépassement, bip, 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 il va falloir que vous régliez le cas de Jolie Andrès. » J'étais même devenue un cas. Et là, donc, mon manager m'appelle, il me demande de quitter rapidement l'entreprise, puisqu'il fallait que physiquement je sorte de l'entreprise, en me disant « T'inquiète pas, Jolie, on va trouver une solution. T'inquiète pas, du boulot, il y en a. » Et ce que je ne vous ai pas dit, c'est que c'était des missions d'intérim, mais avec des super jobs de responsabilité. Donc il me dit, t'inquiète pas. Je rentre chez moi. Donc le lendemain, il m'appelle, il est tout fier de lui. Il me dit, Jolie, on a trouvé une solution. Tu vas pouvoir revenir. On a remonté ton cas au DRH Group. Attendez. Une entreprise de plus de 100 000 collaborateurs, présente dans plus de 50 pays, le DRH Group a été contacté pour moi. J'étais presque honorée. Sauf qu'il me dit, on va prolonger ton contrat pendant 1 mois. C'est le maximum qu'on puisse faire. Et à l'issue de ces 1 mois, mais en fait, on ne pourra plus rien faire de toi. En gros, j'avais 1 mois pour faire mes bagages et quitter l'entreprise. Pourquoi je vous raconte tout ça? Quel est le message que je souhaite porter? C'est qu'aujourd'hui, encore, malheureusement, il existe beaucoup trop de discrimination à l'embauche. Et toutes les personnes qui portent ça ne se rendent pas toujours compte de tout le mal qu'elles peuvent faire à ces personnes, comme moi, comme vous, issus de l'immigration ou de la diversité, ou peu importe. Et souvent, ces messages sont passés par des petites blagues. On aime bien la blague. Des petites réflexions, des petites paroles anodines. On ne prend pas toujours conscience de tout le mal qu'on peut faire par derrière. Mon mari, mon blanc, mon white, vous vous souvenez ? Bien sûr qu'il m'accompagnait, il m'épaulait dans toutes mes difficultés. Il était là, il était à l'écoute, il compatissait. Mais quand j'ai pris conscience que c'était peut-être un problème lié à la couleur de ma peau, ça, il avait du mal à le comprendre, mais ce qui est normal. Lui-même, il n'était pas confronté à ce type de difficultés. Sauf qu'un jour, on va pour l'achat d'un appartement, programme immobilier neuf. On est en retard, mon mari me dépose, il va trouver une place de parking, et là, tout fier, j'arrive devant l'agence. Le monsieur s'empresse de venir m'accueillir, j'étais honorée, il venait m'ouvrir la porte. « Bonjour monsieur, j'ai rendez-vous. » « Ah non, madame, tout le programme immobilier a été vendu. » « Ok, très bien. » Donc je ressors, j'attends mon mari qui arrive en courant, pressé par l'heure. « Ton rendez-vous s'est déjà terminé ?» Je dis, non, écoute, il n'y a visiblement plus d'appartement. Il rentre, vous savez, c'est un Espagnol. Africain, espagnol, je vous laisse imaginer le cocktail des fois que ça peut donner. Il rentre et là, il ressort, mais énervé, parce que le vendeur lui dit « Bonjour monsieur, soyez le bienvenu. Il reste encore tout le parc immobilier. » Et je pense que ce jour-là, il a pris conscience de la différence de traitement qu'il peut y avoir entre noir et blanc, entre black et white. Et ce que je veux dire, c'est que quand on n'a pas conscience, comme disait Einstein, qu'on ne peut pas lutter contre un mal dont on n'a pas conscience, quand on n'a pas conscience de tout le mal, de la place qu'on peut faire à ces personnes issues de la diversité ou peu importe de l'immigration, on ne peut pas lutter contre ce mal. Et j'aimerais, s'il y a un message que j'aimerais que vous reteniez, c'est de prendre conscience, parce que les gens sont généralement très bien intentionnés. Même cette RH qui m'a demandé si je n'avais pas un petit handicap. Mais moi, je suis persuadée qu'elle essayait de trouver une solution. Au cas Jolie, il fallait qu'elle essaye de trouver quelque chose. Mais je ne pense pas qu'elle ait pris la mesure de toute la douleur qu'elle avait pu causer. Parce que cette conquête du bonheur professionnel a duré quand même 10 ans. Je ne vous ai pas dit la fin.
Parce qu'avant tout, c'est un message d'espoir. J'ai cru en moi, j'ai rien lâché. Je ne me suis pas laissée dévaloriser malgré toutes les difficultés que ça pouvait représenter. Et aujourd'hui, je suis mariée toujours à Mont-Blanc. Je suis maman d'une petite métisse et je travaille dans une belle entreprise du CAC 40. Merci. Bravo. Bravo Jolie, merci infiniment Jolie. Merci pour ce très beau témoignage, en plus qui finit en happy end, ça fait du bien. Alors n'oubliez pas, je l'ai évoqué tout à l'heure en introduction, mais tout à l'heure, voilà, le livre « À la conquête du bonheur professionnel ». Voilà, et Jolie le dédicacera tout à l'heure. J'en parle beaucoup parce que je prends 10% sur chaque vente, c'est pour ça. C'est uniquement pour ça. Voilà. Ouais, c'est pas cher, hein, t'as vu, je suis honnête, voilà. Alors, pour la prochaine intervenante, nous allons partir en voyage. Je sais pas comment, c'est les mouettes. Ouais, c'est pas mal, voilà. Donc, vous sentez, alors allez-y, plongez-vous dedans. Vous sentez les embruns. Vous voyez ? Si ça vous aide, vous pouvez fermer les yeux. Hein. Vous sentez les embruns, vous sentez, ça c'est l'odeur du kouign-amann qui sort du four. Là, il y a le beurre salé qui fond sur la tartine. Il y a le chouchen qui vous titille la langue. Il y a les vagues qui s'éclatent contre les rochers. Toujours les... Voilà, on sait tous le faire maintenant. Voilà. Et il y a le petit coup de bignou qui va bien derrière. Petite musique et tout. Voilà. Donc on est en Bretagne, effectivement. Hein. Donc d'ores et déjà, on peut remercier notre prochaine intervenante qui nous fait voyager gratos. Voilà. Donc mesdames et messieurs, la clé pour elle, c'est de rester soi-même. Donc mesdames et messieurs, je vous demande de faire une espèce de fest-nose incroyable pour accueillir, comme il se doit, Marie Boidec-Ménard, mesdames et messieurs. Boidec-Ménard. Les grandes décisions de votre vie, est-ce que vous vous êtes déjà demandé pourquoi vous les aviez prises ? Parce que moi, il y a une question qu'on me pose tout le temps, c'est « mais pourquoi tu n'es pas devenu médecin comme ton père ?» C'est vrai que j'avais beaucoup de pression familiale, toute ma famille à peu près est dans le corps médical, et puis je m'étais dit finalement, je suis bonne en sciences, et il y a tellement de spécialités en médecine, de toute façon, je trouverai quelque chose qui me passionne, il n'y a pas de souci. Mais non. J'avais dans ma tête une petite idée et mon instinct me disait « non, il faut que tu fasses autre chose ». Alors, voilà d'où je viens, Concarneau, en Bretagne, vous l'avez compris. Et tout mon temps libre, je le passais sur ce petit catamaran blanc, un Hobie 416. Donc, par temps calme, c'était pour la balade, et par gros temps, c'était pour la vitesse et les sensations. Donc moi, ce que je voulais pour ma vie professionnelle, c'était la même chose. Je voulais mener ma barque et découvrir de nouveaux univers. Donc non, je n'ai pas choisi médecine. Et même si je connaissais absolument rien au débouché des écoles de commerce, j'ai choisi la prépa. Alors en prépa, je me suis vite rendu compte que j'avais quelques lacunes, et notamment en anglais. Oui, moi, j'avais plus entendu le breton que l'anglais. Hein. Donc forcément, c'était compliqué. Alors du coup, je suis partie 1 mois à Boston, pour apprendre l'anglais. Et alors là, ça a été une révélation. Je me vois encore sur ce pont, là, sur la Charles River, devant Harvard, et là je me dis, waouh, si un jour je peux revenir ici, habiter, ce serait quand même génial. Donc voilà, donc moi j'avais plein de rêves, plein. Et les rêves, c'est génial, il faut en avoir. Donc je pense qu'il y a... Mais après, il faut aussi pouvoir les concrétiser. Donc je pense qu'il y a plein d'entrepreneurs dans la salle. Vous savez qu'une idée, même si elle n'est pas bien exécutée, en fait, elle vaut que $20. Donc autant dire qu'il y a du boulot. Hein. Alors vous l'avez compris, je n'étais pas du tout destinée au monde de l'entreprise. Donc moi, je n'avais pas du tout de rôle modèle autour de moi. Les seules femmes que je connaissais, alors certes, elles avaient du tempérament, mais c'était ma maman et mes 2 grands-mères. Bon,
J'ai fait avec ce que j'avais. Et de ma maman, j'avais une conviction très forte. Je savais que je voulais avoir une carrière passionnante et avoir des enfants. Voilà, ma maman, elle avait un métier qu'elle adorait, sauf qu'elle a dû arrêter parce que ma sœur était gravement malade. Donc moi, je me suis promis que si j'avais le choix, je ferais les deux. Et ensuite, il y a ma grand-mère paternelle. Alors ma grand-mère paternelle, elle est incroyable, et alors d'elle, je retiens qu'il n'y a pas d'âge pour apprendre. L'autre jour, elle m'appelle, hyper excitée, et elle me dit « Marie, ça y est, j'ai enfin fini l'arbre généalogique sur lequel je travaille depuis 6 mois. » Alors je lui dis, écoute, c'est super, la prochaine fois que je passe chez toi, je viens et je fais une photocopie. Moi, je pensais qu'elle l'avait sur papier. Et là, elle me dit, ah non, mais t'inquiète pas, je te mets ça sur une clé et je te l'envoie. Ok, mamie, pas de problème. 89 ans quand même. Hein. Bon. Et mon autre grand-mère, alors elle, c'était un peu différent. Elle avait été commerçante toute sa vie et selon ma mère, elle aurait pu vendre n'importe quoi. Et alors elle, son arme, c'était la sympathie. On lui faisait mais hyper confiance. Et donc à 95 ans, elle faisait encore hyper attention à elle, elle se maquillait et avant de sortir, elle me disait « Ma petite fille, c'est pas parce qu'on ne peut plus plaire qu'il faut déplaire. » Voilà. Bon, au moins, ça a le mérite d'être clair. Et là, je me suis dit, finalement, elle a raison. C'est pas parce qu'on a des qualités dites féminines, donc la gentillesse, la sympathie, la sensibilité, qu'on peut pas être déterminé. Voilà, c'est pas incompatible. Donc, si je vous parle autant de ma famille, c'est parce que je crois que c'est fondamental, en fait, de bien s'entourer. On a toujours le choix de suivre qui nous inspire et on ne réussit pas tout seul. Sheryl Sandberg, la CEO de Facebook, a récemment dit dans un article que pour réussir, il fallait épouser un mec bien. Alors là, moi, je suis 100% d'accord, j'ai fait pareil. Mon mari, c'est mon coach et mon coéquipier depuis 19 ans. D'ailleurs, un jour, on a eu un choix important à faire. Donc ça faisait 2 ans que j'étais dans mon cabinet, j'avais débuté ma carrière, et il me dit, voilà, je voudrais aller faire un MBA aux États-Unis. Alors je dis, super, parce que c'était mon rêve. Mais en même temps, je me dis, ouais, mais bon, suspendre ma carrière pendant 2 ans, c'est quand même pas une super idée. Alors, et puis on était en 2002, donc juste après la crise du 11 septembre, et évidemment, j'étais beaucoup trop jeune pour être transférée en interne. Bon, alors j'ai quand même un peu harcelé l'associé du bureau, et finalement, on a trouvé une solution, et le bureau de Boston était d'accord pour m'embaucher en contrat local. Alors certes, je faisais une petite concession, je renonçais à mon CDI à la française, et surtout à tous mes RTT. C'est vrai, c'est compliqué. Mais bon, à aucun moment j'ai regretté. J'ai été promue manager, j'ai passé 2 années absolument inoubliables, et surtout, je suis revenue avec mon premier fils. Donc, contrat rempli. Alors là, vous vous dites, super, sa vie est juste parfaite. Bon, alors je vous rassure, c'est pas tous les jours facile. Et il y a des moments où, forcément, c'est un peu comme au ski nautique, je suis en équilibre permanent. Donc voilà, donc ça c'est moi. Là, vous vous dites que je suis plutôt contente, hein, mais en fait, j'emmène pas large. Je suis dans une eau à 17 degrés et je me dis, il faut vraiment que je sorte de là rapidement et surtout que j'ai pas l'air ridicule. Ça serait mieux, histoire que je me gaufre pas devant tout le monde. Et donc ça, c'est les doutes. Et les doutes, ils sont inévitables. À chaque promotion, je me demande, est-ce que je vais être à la hauteur ? Mais finalement, ces doutes, ils sont sains, parce qu'ils prouvent qu'on se pousse hors de sa zone de confort et qu'on progresse. Puis alors évidemment, il y a après, une fois qu'on est sur l'eau, tout va bien, on est en pleine vitesse, et on frise le point d'équilibre, puis on se rattrape un peu in extremis. Donc ça aussi, ça m'est arrivé. Pour ma 3e grossesse, j'y suis allée à fond, hein, évidemment, comme d'habitude, et là, je ne me suis pas écoutée, et mon corps a juste dit stop. Donc j'ai été alitée pendant 3 mois. Alors l'avantage, c'est que j'ai eu le temps de réfléchir. Et bon, heureusement, tout s'est bien terminé pour ma fille, et puis ça n'a pas eu d'impact sur ma carrière. Mais honnêtement, j'ai eu une très grosse frayeur. Et puis, il y a la dernière étape, celle où tout ne se passe pas comme prévu. Alors je crois que c'est encore après. Voilà, c'est là. Oui, on a des plans, puis de temps en temps, ça ne marche pas comme on avait prévu.
Donc il y a 2 ans, j'ai participé à un concours interne chez Pernod Ricard d'appel à idées d'innovation. Je voulais devenir intrapreneur. Alors comme tous les autres employés, on était 150, j'ai soumis mon idée et j'ai passé tous les stades de sélection. Mon idée a été retenue et financée. Donc j'étais en finance à l'époque et de la finance, je suis passée au commercial. J'ai eu un budget pour monter mon équipe et développer mon projet. Alors c'était génial, hein, j'ai appris plein de choses, design thinking, méthode agile, tout ça. Et sauf qu'à un moment donné, on est dans une grande entreprise et de temps en temps, il y a des décisions stratégiques qui nous échappent. Et là, patatras, on me coupe le budget. Alors c'est sûr, c'est clair, c'est hyper démotivant. Et il m'a fallu plusieurs mois pour accepter le fait que non, ce n'était pas un échec. Non, je n'y pouvais rien à cette décision. Et non, ça ne remettait pas en cause mes qualités. Et d'ailleurs, ces qualités, grâce à cette expérience, j'ai pu montrer d'autres facettes de ma personnalité. Et je pense que si je n'avais pas eu cette expérience entrepreneuriale, je n'aurais probablement pas eu le nouveau poste que je vais avoir dans les prochaines semaines. Donc, au final, je ne regrette aucun de mes choix. Je les ai faits parce qu'ils sont totalement alignés avec mes valeurs, avec mon instinct. Et au final, moi, ce que je veux pour moi, c'est réussir ma vie et pas réussir dans la vie. Alors, non, c'est pas assez, là. Marie, non. Regarde ça, il continue, il s'arrête plus. Il s'arrête plus, voilà, quand même. Vous aviez encore envie. Hein. Bravo Marie, merci pour ce beau message, plein de sagesse. Bon, la prochaine fois quand même, Marie, tu peux faire péter les galettes. Hein. Parce qu'il y en a qui ont faim, je pense. Il y en a qui ont faim. Ah, il y en a qui ont faim, voilà. Alors, vous avez bien compris que ce soir, la thématique de la soirée est plutôt d'ordre sur l'énergie positive, porteuse d'espoir, d'envie, de vision. Ça donne de l'énergie, on est d'accord? Ouais. Commencez à avoir vraiment faim. Non, ça va aller, il faut tenir encore le coup. Non, donc vraiment, alors ça a été prouvé moult fois, c'est vrai, et puis vous l'avez peut-être même éprouvé vous-même dans votre expérience de vie. Voir les choses de manière positive, ça ouvre des portes, ça ouvre des perspectives. Notre prochaine intervenante, elle a compris ça depuis pas mal de temps. Alors, je ne vais pas parler longtemps, je la sens qui arrive là, prête pour vous conter son histoire. Mesdames et messieurs, place à Caroline Trille. Alors nous sommes le 8 mars 2008. Il fait très froid, mais je ne le ressens pas, tellement je suis excitée à l'idée de marcher dans ces rues pour la première fois. Je descends la 5e, depuis le parc, et les buildings sont beaucoup plus impressionnants que dans mon idée. Les sons, les sirènes, le brouhaha de cette ville me font littéralement planer. Je continue de marcher. Il commence à faire nuit, mais je ne me rends pas vraiment compte. En fait, je débouche sur la 42e et j'entrevois un crépitement de lumière. Des néons multicolores qui clignotent très vite. Alors, du bleu, du rouge, du jaune, du bleu encore, des flashs qui attirent mon attention. Et je ne sais où donner de la tête. Je tourne sur moi-même, je vois des comédies musicales, des marques de soda, des chaînes de télévision, des banques. Et toute cette publicité, cette agitation et ce tournoiement, je viens d'arriver à New York. Alors je suis en mission, je suis envoyée par le cabinet pour lequel je travaille, et je suis seule. C'est moi qui, ici, vais mener un projet. À ce stade, j'ai 4 années d'expérience professionnelle, et on me fait confiance, donc je dois vraiment y arriver. C'est aussi la première fois que je traverse l'Atlantique. Alors cette soirée, elle résonne un peu en moi comme une confirmation, une autorisation même. J'ai l'impression que ça y est, c'est pour moi. En fait, je crois que c'est à partir de là que j'ai vraiment commencé à comprendre que j'avais droit à tout. Alors c'est une prise de conscience énorme. Avoir droit à tout, c'est d'abord en accepter l'idée.
Alors une fois ceci fait, ce palier franchi, mes limites, mes freins levés, le reste a suivi. Mais c'est vrai qu'en se donnant les moyens de voir les choses de façon positive, on peut accomplir beaucoup. Et je pense qu'avoir droit à tout, c'est aussi changer un peu son regard sur les choses. Alors par exemple, en cuisine, il y a un plat que je trouve particulièrement périlleux à préparer, ce sont les huîtres. Alors j'aime beaucoup les huîtres, mais c'est aussi pour moi la métaphore d'un monde fermé. Et Francis Ponge, le poète, le dit très bien, l'huître, c'est un monde clos qui a l'apparence d'un morceau de rocher. Et finalement, qu'on les aime ou pas, si on veut préparer des huîtres, c'est un véritable défi. On doit se saisir d'un bon torchon, il faut aussi un bon couteau, on manque souvent de se couper. Et voilà, à force de persévérance, on parvient à y arriver, on arrive à les ouvrir. Bien, c'est exactement comme ça que j'ai mené mon chemin depuis plusieurs années. J'ai démarré ma vie professionnelle dans un monde qui m'était totalement étranger, des cercles a priori fermés, dans lesquels j'avais pas de contact préétabli via mon école ou ma famille. En fait, j'avais pas les réseaux et je n'avais pas non plus les codes. Et j'ai dû appréhender des environnements complexes. J'avais même pas toutes les compétences techniques pour traiter des sujets pointus qui me paraissaient plutôt hermétiques. Mais je me suis accrochée et j'ai persévéré. Et c'est vrai qu'à force de curiosité et d'engagement, ça m'a conduite à choisir d'ouvrir les portes, les huîtres justement, et à pas m'arrêter à des obstacles. Et c'est cette curiosité qui m'a aussi permis de créer les conditions d'un apprentissage permanent. Donc toujours en savoir plus, toujours faire l'expérience. Et j'ai beaucoup demandé pourquoi et comment. J'ai aussi eu des modèles, des gens qui aimaient ce qu'ils faisaient, aimaient leur activité, et qui m'ont donné envie de faire comme eux. Et donc à un moment, j'ai clairement choisi de regarder ce qui me faisait du bien et d'y aller. Alors, les années ont passé, et toute passionnée que je suis, la situation s'est un peu complexifiée. Donc un jour, un de mes supérieurs vient me voir et me dit « Voilà, pour aller plus loin, ma chère, il va te falloir notamment déménager à Paris. Sans quoi tu pourras toujours continuer un temps, mais tu ne compteras pas et on ne t'écoutera pas. » Alors le message était assez clair, et je me suis dit non. Non, je ne vois pas pourquoi je changerais un mode de vie qui aujourd'hui me convient. Ma vie me plaît entre Paris, où je suis auprès de mes clients, auprès des équipes, où je suis plutôt dans le rythme et l'adrénaline, et puis Lyon, puisque je vis à Lyon, dans une ville magnifique avec ma famille, et où j'ai un jardin, où je suis proche des montagnes, de la Méditerranée. Et c'est aussi ce qui me permet de me ressourcer. Donc il n'est pas question que je perde ça. Alors si j'obtempère, je perds quoi et au risque de devenir qui ? Face à une injonction managériale comme ça, on peut soit céder, aussi par peur du rejet parfois, et soit on peut aussi se poser la question du sens. Quel sens ça a pour moi aujourd'hui de changer une situation qui me convient parfaitement ? Ce qui me nourrit participe de ce que je suis et de ce que je peux produire, et finalement je ne peux pas perdre ça. À ce moment-là, j'ai aussi compris qu'avoir droit à tout, c'était également ne pas choisir et ne pas renoncer. Et donc, je ne renonce pas à ma vie parisienne, je ne renonce pas à ma vie lyonnaise, je prends tout. Alors vous allez me dire, est-ce que c'est pas un peu facile ? Alors j'aurais pu acquiescer et croire que ce qu'on me disait était juste, mais probablement que ça m'aurait rendue malheureuse. Donc j'ai fait une contre-proposition. J'ai trouvé un moyen de faire autrement, tout simplement. Finalement, aujourd'hui, avec la mise en place et le développement de la flexibilité au travail, j'arrive à ménager un équilibre. Alors, bien sûr, c'est l'objet de toutes mes attentions. Ça nécessite souvent de marcher sur un fil, mais ça fonctionne. J'ai clairement imaginé que ma propre façon, tant qu'elle était finalement dans l'intérêt de tous, pouvait aussi constituer une voie qui était acceptable et efficace. Alors, une fois cela dit, je pense qu'il faut agir.
Et là, c'était effectivement cette prise de conscience d'avoir droit à tout, un véritable déclic. C'est très puissant. En termes de développement, finalement, je considère qu'il n'y a pas de limite à ce que je peux accomplir au plan personnel et au plan professionnel. Et puis, avoir droit à tout, c'est aussi avoir droit à l'erreur. Donc, voilà, quand je me trompe, finalement, j'apprends. Donc, il n'y a pas tellement de risques. Et puis ensuite, pour agir, je dirais chacun son mode d'action. Alors, me concernant, finalement, ce n'est pas laborieux parce que j'aime mon travail, mais j'ai mis en place mes exigences et des règles qui marchent pour moi. Et mon intuition, ce n'est pas de dire comment faire, il n'y a pas de recette miracle, je pense, mais plutôt de défendre que chacun peut agir selon son propre système de valeurs, selon, je dirais, un mode d'action qui lui convienne et qui lui ressemble. Et là, il me semble qu'à ce moment-là, il est aussi important d'aider les autres à parvenir à cette prise de conscience. Prendre conscience qu'on a droit à tout, ce n'est pas forcément un chemin évident, et on peut encourager les autres, les y aider. Alors c'est un transfert que j'ai vraiment à cœur, et même si je ne suis pas persuadée de toujours bien faire, je fais en sorte que les gens avec qui je travaille puissent se réaliser. Voilà, c'est la tâche que je me suis donnée en tant que manager. Et à vous qui êtes là aujourd'hui devant moi, c'est aussi le message que j'aimerais vous adresser. Il n'y a pas d'autre barrière que celle qu'on se met soi-même, celle qu'on a dans la tête. Et j'ai envie de dire qu'il est bon de choisir de vouloir beaucoup, de voir grand, et d'être ambitieuse, exigeante. Et vous, mesdames, bon, on est entre femmes, enfin, il y a aussi des hommes, je vais en parler des hommes, mais voilà, j'aimerais que vous preniez conscience d'une chose, vous êtes uniques, et les hommes aussi, d'ailleurs. Mais les filles, faites sauter vos barrières et prenez tout. Nous avons vraiment une valeur énorme, et c'est de notre responsabilité que de l'exprimer, de l'exploiter et de la partager. Et vous, messieurs, faites pareil. Faites pareil, mais vous avez aussi une autre responsabilité. C'est celle de dire à toutes les femmes que vous croisez qu'elles ont droit à tout. Merci. Merci. Merci beaucoup, merci Caroline. Alors, oui, d'ailleurs, effectivement, j'ai quelque chose à dire oui, aller aux toilettes, vous avez raison. Alors que j'allais dire un truc important, c'est pas grave. Alors, j'ai quelque chose à dire à toutes les femmes de l'Assemblée. Vous avez droit à tout. Voilà. Sauf bien sûr à bouffer tous les petits fours du cocktail. Ça, faut faire gaffe. Non, je peux devenir dangereux. Alors, bien évidemment, vous voyez, il y en a qui sont allés spontanément, mais c'est l'entracte. Mais il n'y en a pas vraiment d'entracte. Voilà. C'est juste que là, on arrive au milieu et je me dis, si vous ressentez le besoin de vous lever tout en restant sur votre chaise, vous voyez, vous partez pas, en fait, c'est ça l'idée. Je vous donne, allez, je suis sympa, grand seigneur, je vous donne une vingtaine de secondes pour un peu libérer votre corps. Vous voyez, comme je viens de le faire de manière très étrange. Vous voyez ? Voilà, donc vous pouvez libérer votre corps si vous avez besoin d'évacuer quelque chose, parce que je sais qu'elle vous donne beaucoup, vous avez peut-être envie de rendre. Donc c'est le moment, là, vous avez 20 secondes pour faire ce que vous voulez. Genre du... Par exemple. Ou quelque chose de plus normal. Voilà. Hein, vous faites comme vous voulez. Ça va là, ouais. Ah non, j'ai pas dit partez, j'ai dit vous sur votre chaise. Voilà. Ah oui, non, vous êtes bien en fait. Tout va bien. Bon, c'est parfait, voilà. De toute façon, vous inquiétez pas, il y aura un temps d'échange. Un temps d'échange, oui, tout à fait, j'ai perdu quelque chose, là, qui s'est passé. Oui, il y a un changement, super, j'adore, je suis fan. Voilà, donc, en fait, vous verrez tout à l'heure, vous aurez un temps d'échange, voilà, avec toutes les intervenantes pour parler, discuter avec elles. Alors, pour la prochaine intervenante, c'est vrai que souvent, on endosse des rôles, des facettes pour faire face à des situations. Et parfois, on devient carrément des êtres multiples. Vous voyez, par exemple, me concernant, il doit y avoir à peu près 15 personnes là-dedans. Ouais. Bon, c'est peut-être particulier pour mon cas. Mais notre prochaine intervenante s'est posé la question, tout au long de son parcours, elle a réfléchi sur l'idée de la femme complète. Mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir chaleureusement Nathalie Mény.
Bonsoir à toutes. La femme complète, vous savez, la œuf, jambon, fromage à la crêperie. Il y a 30 ans, j'étais sur les bancs de cette école. À la question tarte à la crème du grand oral du concours d'entrée de l'ESSEC, comment comptez-vous concilier votre vie personnelle et votre vie professionnelle? Je répondais à l'époque très convaincue. Tout est une question d'organisation. Il suffit de cumuler les UV dans le bon ordre, l'UV de la working girl, l'UV de l'ami, l'UV du couple, l'UV de la maman, l'UV de la citoyenne, bref, pour devenir la femme complète et comblée que j'avais envie de devenir. Alors, au sortir de l'ESSEC, je commence à cocher les cases. Je me marie. Je rentre dans une société qui est un temple du marketing, le groupe Unilever, dans lequel je vais rester 11 ans. Et puis, je commence à gravir les échelons classiques du marketeur chevronné, fonction de chef de produit, chef de groupe, et puis je pourrais continuer de vous raconter le CV parfait, où on coche toutes les cases dans l'ordre, mais ça, vous allez le trouver sur LinkedIn. Ce n'est pas le plus important. J'ai envie de vous raconter la vraie histoire qui a été mon moteur. Le jour de mes 25 ans, je mets au monde ma fille, Marie. Et ce jour-là, je ne le savais pas, je ne pouvais pas le savoir. En fait, c'est elle qui a fait la dirigeante que je suis aujourd'hui. Alors reprenons côté carrière, où on en est à ce moment-là. C'est à ce moment-là que je commence à faire un premier pas de côté sur cette trajectoire très conventionnelle, puisque au bout de 7 ans de marketing, je demande à passer dans les ventes, comme compte clé, par curiosité. Complètement incroyable, puisque c'est à rebours de tout ce que les jeunes cadres de ma génération demandent, puisque les fonctions marketing sont beaucoup plus valorisées que les fonctions commerciales. Mais je me retrouve directeur de clientèle et je négocie avec la grande distribution pendant 4 ans. Mon principal client, Carrefour, à cette époque, cherche à faire évoluer ses méthodes d'achat et à intégrer la vision client dans la construction de son offre pour mieux se différencier. Il me repère, je n'ai pas grand mérite, on n'est pas très nombreuses dans les box de négociation à cette époque, et me propose de prendre la direction des achats des produits de grande consommation après un parcours en magasin. Je fais mes classes et à 35 ans, j'ai la chance, après la fusion avec le groupe Promodes, de prendre la direction, non pas d'une poignée d'assistants chefs de produit ou de jeunes chefs de produit, mais de la direction générale alimentaire de Carrefour, qui avait doublé de taille en France. Je me retrouve à la tête d'une direction de 1000 personnes, hommes et femmes, de parcours très très différents, d'origine, de milieux socio-culturels totalement différents, d'expériences très différentes, de certains très diplômés, de tous âges, d'autres complètement autodidactes. C'est une expérience époustouflante, c'est l'épreuve du feu. C'est l'épreuve du feu. Je me retrouve pour la première femme au COMEX de Carrefour France et j'apprends à diriger des grandes équipes à 35 ans. Au bout de 11 ans chez Carrefour, j'ai envie d'entreprendre, de passer à autre chose, non plus de gérer, d'optimiser les ressources ou les recettes de ce qui me sont confiées, mais de réinventer la proposition de valeur d'une entreprise, son modèle commercial, sa pérennité économique. Alors je quitte Carrefour, je crée ma boîte, je dirige pendant 4 ans une société Oxybul Éveil et Jeux qu'il faut transformer. Et fin 2015, Carrefour me rappelle et me propose de relever un double défi en me nommant à la fois directrice du e-commerce non alimentaire de Carrefour
et en me confiant la présidence de rueducommerce.com, dont on finalisait l'acquisition le 1er janvier 2016. Un double défi. Premier défi, retourner ce pure player qui, tout seul, n'avait aucune chance de rivaliser par rapport à Amazon, qui, avec les atouts de Carrefour, adossé à Carrefour, peut proposer un service utile et différenciant à nos clients. Le deuxième défi, probablement le plus compliqué, c'est depuis cette petite entreprise de 320 salariés, de pouvoir aider le grand Carrefour à réinventer son métier de commerçant en faisant jouer la complémentarité entre le magasin et le digital. J'ai un trou. Le magasin et le digital, oui, vulnérable. Pourquoi c'est compliqué? Parce que c'est une petite société, on est 320 salariés chez Rue du Commerce. Carrefour France, c'est 100 000 collaborateurs. Donc il faut déjà faire entendre notre voix. On est une activité encore négligeable. 400 millions de volume d'affaires, Rue du Commerce. Carrefour France, c'est 40 milliards. On est encore négligeable dans le modèle économique du groupe. Et puis enfin, on est vulnérable parce que quand Carrefour a racheté Rue du Commerce, la société perd de l'argent depuis plusieurs années. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi j'aime ce genre de défi? Pourquoi je m'y sens à l'aise? Pourquoi c'est mon moteur? En fait, parce qu'à 27 ans, un événement inattendu a fait éruption dans ma vie. J'apprends que ma fille, qui a 18 mois, est atteinte d'une maladie orpheline, génétique, incurable, dont on ne sait à l'époque et encore maintenant que retarder l'échéance létale. Alors autant vous dire que mon beau programme d'étudiante pour concilier vie professionnelle et vie personnelle explose en vol. Et là, il m'a fallu ce coup de semonce pour pouvoir me poser la question du sens dans ce que j'entreprends, pour pouvoir me débarrasser de ce qui m'encombre, pour pouvoir aller à l'essentiel, et puis pour pouvoir plus concrètement rester debout, mais pas simplement rester debout. Pouvoir accueillir le sourire et la joie de vivre de ce bébé, de cette petite fille, et de ne pas risquer, par mes peurs, de la tirer vers le bas. C'est au contact, et c'est dans ce chemin parcouru avec Marie, c'est dans ce contact aussi avec les membres de la communauté de l'association Rénalou que je me suis forgée cette assise de dirigeante. Rénalou, c'est une association qui a pour objectif d'améliorer la vie des patients, des personnes, d'améliorer la qualité des soins et la qualité de vie des personnes qui sont atteintes d'insuffisance rénale, dialysées ou transplantées. Il y a 6 millions de personnes concernées en France. C'est au contact de ces patients et dans l'expérience, dans les tripes, dans ce que j'ai vécu avec Marie, que j'ai compris la différence entre manager et diriger. Quand un médecin, du haut de son autorité de sachant, vous explique quel est le meilleur traitement pour vous, mais qu'il ne prend pas la peine de vous expliquer pourquoi il a choisi ce traitement, pourquoi parmi les différentes possibilités, il a choisi celui-là qu'il considère le meilleur pour vous, qu'il ne prend pas la peine de vous interroger pour savoir si la façon
dont vous allez prendre ce traitement est compatible avec votre vie quotidienne ou avec vos projets. S'il ne s'interroge pas, s'il ne va pas chercher la personne derrière le patient, il agit en manager. Il distribue des tâches qui s'imposent à lui et il vous les impose. Le risque d'échec est très élevé. L'Organisation mondiale de la santé estime que 50% des patients à qui on prescrit des soins dans le monde les observent pas ou mal. Marie est passée par la mauvaise observance. Ça met en danger l'individu, mais en plus, c'est un gouffre financier pour les systèmes de santé. Pourquoi je fais ce parallèle ? Est-ce que vous vous êtes déjà demandé dans vos entreprises combien de salariés ne suivaient pas les instructions données par les managers ? Et est-ce que vous vous êtes interrogé sur le potentiel formidable qu'il pourrait y avoir à réactiver les 50% de mauvais observants ? Alors, après 30 ans, si je devais répondre à la question, si je repassais devant le jury de l'ESSEC, je dirais que pour concilier vie professionnelle et vie personnelle, il faut être capable d'accueillir l'imprévu. Pour ça, il faut s'appuyer sur son moteur, sur sa singularité. Votre différence, votre singularité, votre fragilité, votre vulnérabilité, c'est votre plus grande force. Au lieu de la masquer dans la honte, au lieu de la porter comme un fardeau, il faut arriver à en faire le fil conducteur qui rassemble, que vous exercez, que vous pratiquez dans toutes les facettes de vos vies personnelles et professionnelles. Et le message que j'essaye de passer à mes équipes, que ce soit dans la transformation de mon entreprise, le message que j'essaye de passer à ma fille depuis 27 ans, parce qu'elle est en vie, parce qu'elle fait ce qu'elle a rêvé toujours de faire, c'est qu'on n'est pas toujours responsable de tout ce qui nous arrive, mais on est 100% responsable de ce que l'on en fait. Et c'est ça mon message ce soir. Merci. Merci. Voilà Nathalie. Je suis désolé, là c'est trop fort. Il y a trop d'émotions pour que tu partes si vite. Je laisse prendre. Merci. Merci beaucoup Nathalie pour ce très beau témoignage, très poignant. Ça va être dur de partir en transition derrière, voilà. Mais je vais quand même le faire parce que je suis là pour ça. C'est moi qui endosse ce rôle, voilà. Mais merci encore infiniment. Voilà, c'est riche ce soir. Il y a de la générosité, de la sincérité. C'est vraiment très très généreux de leur part. Je pense que vous pouvez encore les applaudir. Il en reste, mais. Et c'est vrai que je vais continuer à bosser aussi pour tâcher de devenir un homme complet. Voilà. Bonsoir. Je suis Neutron 825. Je suis un humanoïde. J'ai été conçu pour prendre possession du corps de Seb afin de présenter la prochaine intervenante. Méfiez-vous, nous sommes des millions. Nous attendons pour conquérir le monde. Eh non! Vous pensiez m'avoir, maudit robot. Eh non! Oui, je suis un peu dingue, je suis désolé. Hein, je vis avec ça depuis plus de 35 ans. Donc, non, mon humanité a pris le dessus. Oui, je vous parle d'humanité, mesdames et messieurs. Parce que c'est le propos de notre prochaine intervenante. Et oui, sans transition. Ok. Oui, parce que pour elle, c'est important. L'humain doit revenir au centre des choses. Alors, mesdames et messieurs,
Je vous demande de faire un tonnerre d'applaudissements pour accueillir Anne Laliron, mesdames et messieurs. Je ne suis pas un robot. Je suis un être humain, en chair, en os et en neurones. Tout comme vous, je pense. Enfin, j'espère. Donc, j'ai grandi dans un petit village en Corrèze. J'y ai passé beaucoup de temps, jusqu'à mes 18 ans. Et très jeune, j'ai été confrontée dans ce petit village que j'adore, en Corrèze, toujours, j'en fais la pub, à un problème de mobilité. Il n'y avait pas de transport en commun, il n'y avait pas de métro, donc il fallait faire avec les moyens du bord. Donc très rapidement, je me suis mise au vélo. Mais juste après, j'ai vu Grisette, la ponette du voisin. Et je me suis dit, je vais essayer Grisette. Eh bien, figurez-vous que c'était beaucoup plus facile de contrôler mon vélo. Quand je tournais à droite le guidon, j'allais à droite, que de motiver ma petite ponette, la ponette du voisin, à avancer. Elle avait beaucoup plus envie de rester arrêtée à brouter que d'aller faire du saut d'obstacle avec moi. Et je me suis dit, il y a quand même une différence majeure entre ce vélo et cet autre objet de mobilité qui n'est pas un objet, qui est un être vivant, la ponette, Grisette. Ensuite, je suis montée à Paris. Waouh, le changement total. Après mon petit village de Corrèze, je suis allée faire mes études d'ingénieur à Paris. Et à Paris, dans mon école d'ingénieur, j'ai appris à programmer des robots. Donc, la programmation, c'était assez simple. On mettait des données en entrée et on regardait ce qui se passait en sortie. C'était assez facile et surtout toujours prévisible. Si le programme était bien fait, ça marchait plutôt bien. Mais je vais vous dire quelque chose. Nous tous, êtres humains, on est tout, mais alors tout sauf prévisible. Mais alors, vraiment pas du tout prévisible. Et j'en ai fait les frais dès que j'ai commencé à travailler. J'étais chef de projet en électronique et je travaillais avec Pierre, qui était le technicien qui travaillait sur mon projet. Pierre avait fait un boulot remarquable sur la maquette sur laquelle nous travaillions. Et je voulais absolument qu'on puisse mettre en avant le travail de Pierre. Et ça tombait bien, le directeur R&D avait décidé de faire une descente au labo, venir visiter le labo. Et donc, on avait l'occasion rêvée de lui présenter nos travaux. Je me suis dit, ce serait quand même bien que Pierre présente lui-même son projet, sa maquette. Donc, je dis à Pierre, écoute Pierre, tu vas présenter la maquette, il y a notre directeur R&D qui vient dans 15 jours. Eh bien, contre toute attente, parce que moi, j'adorais faire des présentations. Donc, je me disais, évidemment, Pierre va se sentir valorisé, il va être ravi de faire cette présentation. C'est son travail, c'est son bébé, cette maquette. Eh bien, contre toute attente, Pierre n'a pas dormi de 15 jours, pendant les 15 jours qui ont précédé la présentation. Je n'ai rien vu. Il ne m'a rien dit par peur, finalement, d'être jugé. Il était en détresse totale. Et heureusement, le jour J, je m'en suis rendu compte. Et juste avant la visite du directeur, j'ai dit à Pierre, écoute Pierre, si tu veux, je fais la présentation et tu es à côté de moi, tu interviens quand ça te chante, quand tu veux intervenir, mais si tu veux, je prends le lead sur la présentation. Et là, Pierre a été instantanément soulagé. Et au final, j'ai fait la présentation. Il était hyper à l'aise et il a pu intervenir, mais sans avoir cette pression finalement de porter l'ensemble du message. Je me suis rendu compte au travers de cette expérience qu'en fait, on a des attentes complètement différentes. Et vraiment, j'étais persuadée que ça lui ferait plaisir de présenter, parce que ça me faisait tellement plaisir à moi. On est très différents. On est tous très différents, mais on est également câblés de façon très différente. On n'a pas le même programme ici, donc on n'est pas câblés de la même façon. Et un stimuli d'entrée ne va pas générer forcément la même sortie. Donc très bien, je ne suis pas un robot. La ponette Grisette n'est pas un robot, et mes collègues encore moins. Mais que se passe-t-il quand certaines personnes, justement, pour se protéger, pour avoir l'impression d'être infaillibles, super forts, vont se comporter comme des robots et vont essayer de mettre de côté là, le petit volet émotion, humanité? Eh bien, j'en ai une petite idée. Après cette expérience de chef de projet, j'ai eu un manager qui était, comment le décrire? Un manager à l'ancienne, extrêmement autoritaire, intransigeant, hyper dur. On le surnommait le serial killer. Donc, ce manager, notre serial killer, il est beau,
Eh bien, notre manager, le serial killer, il pensait qu'en fait, il allait pouvoir activer un bouton on-off sur ses émotions, comme si, en arrivant au bureau, on pouvait appuyer sur le bouton off de nos émotions, faire notre journée de travail bien tranquille, et en repartant, remettre le bouton on sur les émotions. Autant dire que ça s'assimile à arrêter de respirer toute la journée. Alors, je ne sais pas si vous avez essayé, mais les meilleurs en apnée n'y arrivent pas, à rester en apnée toute la journée. Donc, ce manager pensait qu'il allait pouvoir activer le bouton off sur ses émotions. Au final, en fait, vous allez voir que ce manager, il a été beaucoup plus loin que d'être dans une soi-disant position off, mais il est passé un petit peu dans le rouge, qui en l'occurrence sur ce slide est en bleu. Il a poussé un peu le curseur du mauvais côté. Un jour, il me dit « Anne, je ne comprends pas pourquoi Jean-Luc passe systématiquement par vous pour m'annoncer les mauvaises nouvelles. Pourquoi ne vient-il pas directement me voir et m'en parler ?» Bizarre. Et je lui dis, mais vous le terrorisez. De même que vous terrorisez tout votre staff. Ils sont tétanisés à l'idée de venir vous voir. Alors encore plus si c'est pour vous annoncer une mauvaise nouvelle. Ce manager, en pensant être à l'état neutre, qui n'existe pas, en pensant avoir appuyé sur ce bouton off, avait transformé ce qui doit être finalement de l'exigence bienveillante en autoritarisme. Très bien. Je ne suis pas un robot, Grisette n'est pas un robot, mes collègues ne sont pas non plus des robots. Et en plus, quand justement on essaye de devenir des robots dans son travail en mettant de côté les émotions, ça ne donne pas des résultats tip-top. Mais que se passe-t-il quand, à contrario, on utilise ces émotions? On utilise ce côté humain qu'on a tous en nous. J'en ai une petite idée. Après cette superbe expérience avec ce manager, j'ai changé d'entreprise et en fait, j'ai eu la responsabilité d'un projet véhicule, un tout nouveau projet de véhicule que l'on lançait chez PSA. Et donc, on était quasiment à 6 mois du lancement. Et dans l'usine, on avait des problèmes pour monter certaines pièces. On avait du mal à clipper certaines pièces sur les caisses, la caisse de la voiture. Et plutôt que de rester tranquillement derrière mon bureau à attendre les résultats des rapports de défaut, je me suis dit, je vais aller faire un tour dans la fosse avec les opérateurs et les opératrices pour voir effectivement, la fosse, c'est pas péjoratif, c'est juste qu'on est un peu plus bas pour monter les pièces sur les caisses. Et donc, je suis allée travailler avec eux et j'ai passé des heures et des heures avec eux à monter les pièces. Alors, premièrement, on a trouvé tout de suite des solutions. Les clips étaient trop durs, il fallait changer la matière. Et avec les opérateurs et opératrices, on a identifié des pistes de solutions qu'on a pu mettre en place. Mais j'ai appris bien plus que ça. Il y avait un des opérateurs qui, en fait, le week-end d'avant, avait joué au volley avec son fils et s'était légèrement tordu le pouce. Et il avait encore plus de mal que les autres aussi à clipper les pièces. Il n'osait pas le dire. Et si je n'avais pas passé justement beaucoup de temps avec eux, à travailler avec eux, à monter moi-même des pièces et à comprendre toutes les problématiques qu'ils pouvaient avoir, jamais j'aurais eu cette information qui nous a aussi permis de trouver une solution le temps que son pouce se rétablisse. Je retiens de cette expérience finalement beaucoup de choses positives parce que évidemment quand les nouvelles pièces sont arrivées avec les nouveaux clips, l'équipe de montage était ultra motivée pour faire en sorte que le projet avance bien et qu'on s'en sorte et qu'on ait enfin la bonne solution. Mais il faut savoir que même dans mon équipe, quand je suis allée passer justement autant de temps avec les opérateurs et les opératrices, on me disait « Mais Anne, c'est pas ton job, tu es directrice de projet, qu'est-ce que tu vas t'embêter à aller mettre les mains dans le cambouis ?» Lamentable, la réflexion. L'automobile, c'est complètement dépassé. C'est vachement plus glamour que ce que vous pensez. Deuxièmement, j'ai appris beaucoup plus qu'en restant derrière mon bureau. Et troisièmement, je me suis vraiment amusée à le faire. C'était hyper passionnant, hyper intéressant de travailler avec eux. Donc, ce que je retiens de cette expérience, c'est que finalement, travailler en équipe, ça a été mentionné tout à l'heure, travailler en équipe, quelque part, ça peut nous permettre de soulever des montagnes. Mais si, en plus, vous rajoutez un petit ingrédient, vous positionnez un peu le curseur sur la bienveillance, et bien là, vous pouvez décrocher la lune. Un robot va être contrôlé par des ordres, des consignes précises. Seul un être humain est capable d'être fier et hyper satisfait de son travail. C'est une différence majeure.
Et là, vous pouvez voir effectivement toute l'équipe PSA lorsqu'on a remporté le Dakar. C'est bien plus qu'une équipe qui anime ces équipes-là de sport. Il y a de la bienveillance, il y a de l'empathie, il y a de l'humain. Et donc, cette clé qu'on a là, le fait qu'on soit humain, qu'on ne soit pas des robots, le fait qu'on ait toute cette émotion, cette empathie en nous, cette capacité à aller d'écoute et à comprendre les autres. Pas besoin de programmation complexe. À l'heure de l'intelligence artificielle et tout, pas besoin de programmation complexe. On est pré-programmé comme ça. Donc, ce que je vous conseille, en tout cas, ce que je vous invite à faire, c'est de libérer votre côté humain. Merci. Profite justement de ce moment. Profite à fond de ce moment d'échange qui est totalement humain, on peut le dire. Hein. Ouais. Merci. Alors, on enchaîne parce qu'on est un tout petit peu en retard. On se demande à cause de qui ? Peut-être ceux qui sont arrivés après. Voilà. Non, je suis pas. C'est pas mon genre de pointer du doigt comme ça. Alors, pour notre prochaine intervenante, l'idée est de rester soi-même, de garder confiance et surtout de dire ciao à l'image gonflante de Wonder Woman. Non, il y en a marre. Surtout qu'il y a un nouveau film qui sort et tout. Non. Alors, je sais qu'elle a un peu les pétoches d'être là, mais en même temps, elle a trop envie d'être là, voilà, de partager avec vous. Alors, depuis le début, je sens que vous êtes un public exceptionnel. Vous êtes le meilleur public que j'ai jamais rencontré. Voilà. Donc, c'est l'occasion de me le prouver, vraiment. Voilà, l'occasion de me le prouver en accueillant chaleureusement, mesdames et messieurs, Barbara Thiérard-Perrin, mesdames et messieurs. J'ai pas de retour. Ah, ça y est. Je disais, ah oui, quand même. Bonsoir à toutes et aux quelques tous que j'ai vus dans la salle. Ça fait plaisir qu'on ne soit pas qu'entre femmes. Alors, je m'appelle Barbara, vous avez vu, j'ai 40 ans, je suis mariée, j'ai 3 enfants. Et je travaille chez Renault en tant que directrice des accessoires et des produits dérivés du groupe. Mais ce soir, Ève m'a demandé de venir vous parler, pas des accessoires. Ça aurait été beaucoup plus facile pour moi. Elle m'a demandé de venir vous parler de moi. Et ça, croyez-moi, c'est beaucoup plus d'émotions, beaucoup plus dur. Donc je suis ravie d'être avec vous ce soir, mais très sincèrement, je le serai beaucoup plus dans 7 minutes. Alors voilà, à 11 ans, à la rentrée de 6e, quand on remplissait la petite fiche, en face de métier, 2 points, j'écrivais « ingénieur pour construire des moteurs ou des ponts ». Pas tout à fait comme les copines. Hein. Alors toute petite déjà, je passais mon temps dans les ateliers. Mon père avait un atelier de construction mécanique qui lui venait de son grand-père. Donc mes souvenirs d'enfance à moi, c'est odeur d'huile de coupe, feu d'artifice de soudure. Quand j'ai commencé à travailler chez Renault, dès que j'arrivais chez un fournisseur, si je rentrais dans un atelier et que je sentais l'odeur de l'huile de coupe, instantanément, je me sentais bien, j'étais chez moi, comme à la maison. La version Madeleine de Proust, mais odeur huile de coupe, vous voyez ? Alors je crois qu'inconsciemment, j'ai fait mes études et mon parcours en voulant faire comme papa, en fait. Je voulais que papa il soit fier de moi. Et puis je pense qu'il y a une partie de moi aussi qui avait envie de montrer que je pouvais y arriver, même si j'étais une fille. Donc je suis devenue ingénieure en mécanique. Et j'ai commencé à travailler chez Renault, et j'y suis depuis 17 ans. Alors je n'ai pas commencé finalement pour faire des moteurs, hein, ni des ponts d'ailleurs. Donc Renault s'est toujours pas lancé dans la construction, pas de scoop. J'ai commencé pour faire des systèmes de suspension. Et j'ai fait ça sur des camionnettes. Donc Anne, elle vous parlait du glamour de l'automobile juste avant. Alors là, c'était pas du tout glamour, clairement. Je vous laisse imaginer le taux de féminisation du secteur, hein, les petits camions et les amortisseurs. Alors je vous partage quelques bons petits souvenirs. Donc classique, je suis persuadée qu'il y en a plein qui se reconnaîtront, c'est pas spécifique à Renault. Hein. Donc là, classique. Ah, mais c'est vous la nouvelle assistante ? Ou alors grande réunion, fournisseur, maximum de testostérone autour de la table. Bon alors, il est où le responsable là, qu'on puisse commencer la réunion là ? C'est moi ? Puis alors, quand on rentre chez Renault, certainement comme d'autres entreprises, on a un stage d'intégration. Donc, dans ce stage, on fait un stage en usine pour mieux comprendre le produit. Donc, on va travailler à la chaîne, puis on monte des voitures. Grand souvenir, ça aussi. Hein. Donc, équipe de nuit, j'entends une conversation dans les vestiaires. Non, mais t'as vu l'autre, là, la gamine, là ?
Elle est gaulée comme un coucou, elle tiendra pas 2 jours. Donc effectivement, je faisais déjà 1m60, ça n'a pas changé. Et j'avais 22 ans. Donc à 22 ans, entendre tout ça, c'est pas forcément facile à laisser couler. Et puis on ne se sent pas toujours très bien à sa place, finalement. Mais je suis restée quand même. Je suis restée 9 ans à l'ingénierie chez Renault. Je me suis éclatée d'ailleurs, plein de bons souvenirs. Mais globalement, j'ai vraiment dû gagner ma place. Puis finalement, le temps passait et puis je sentais que je perdais l'envie. Vraiment, je perdais l'envie. Je sentais que j'avais envie de faire autre chose, mais je ne savais pas vraiment quoi, parce que ça, c'était ce que j'avais connu toute ma vie, toute mon enfance, et puis mes études, et puis... Donc je ne voyais pas quoi d'autre. Puis finalement, un jour, je prends mon courage à 2 mains, je vais voir mon chef, et puis je lui dis, écoute, je crois que j'aimerais bien aller au commerce. Et là, je vois encore sa tête, quoi. Parce qu'il faut quand même comprendre que dans les entreprises, il y a les commerçants, les ingénieurs. La bande passante, elle est assez réduite. C'est 2 mondes. 2 mondes. On ne se comprend pas forcément très bien. J'avais aucune formation, aucune expérience. Par contre, j'ai des gens qui m'ont fait confiance. Et j'ai sauté le pas. Et alors là, j'ai tout réappris. C'est-à-dire que j'avais passé quand même 10 ans de ma vie à essayer de construire une place. Et puis, je suis repartie à 0. Je suis repassée par la phase très désagréable de ne pas me sentir à ma place. Réappris un métier, des nouveaux collègues, un nouveau site, mais pas que ça. Des comportements qui ne sont pas les mêmes, des codes, bref, tout. Pourquoi je vous dis ça? Parce que finalement, je n'ai jamais regretté. Jamais, jamais. J'ai tout mis à la poubelle, j'ai recommencé, mais je n'ai pas regretté. J'ai retrouvé mon envie, j'ai retrouvé mon énergie, mon envie d'apprendre, puis j'ai recommencé un autre parcours. Ça fait 8 ans que je suis au commerce chez Renault, j'adore ce que je fais, et j'ai un parcours qui me passionne. Pour la première fois, je pense, depuis toujours, j'ai l'impression d'être au bon endroit. Donc le message que j'ai envie de vous passer avec cette petite histoire qui est la mienne, c'est de dire à un moment, oser y aller, oser essayer. On peut se tromper aussi, on peut réessayer, recommencer, mais oser prendre des risques aussi. Il y a un philosophe danois très célèbre, je suis sûre que vous connaissez tous, Søren Kierkegaard, facile à prononcer, ça ne doit pas être très... Bon, je ne suis pas sûre qu'il y ait vraiment l'accent, qui a dit « Oser, c'est perdre pied momentanément. Ne pas oser, c'est se perdre soi-même. » C'est bientôt le bac de philo, donc je ramasse les copies dans 4 heures. Alors par contre, oser, c'est chacun selon ses choix. Je viens vous parler de mon parcours, ce sont mes choix, ils me conviennent, je les aime. Voilà. J'ai des amis qui sont mamans au foyer, j'en ai d'autres qui sont auto-entrepreneurs, j'en ai qui travaillent dans des petites sociétés qui ne comprennent même pas comment je supporte d'être dans un grand groupe. Il n'y a pas de bon ou de mauvais choix, c'est pas ça mon message. Mon message, c'est de dire osez aller vers ce que vous voulez, même en prenant quelques risques parfois. Il y a un autre philosophe. Vous avez beaucoup de philosophie pour une ingénieure, donc je vous promets, ça sera le dernier. Il s'appelle Sénèque. Sénèque a dit « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas. C'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. » Cette phrase, elle a 2000 ans. Je la trouve juste tellement vraie. Merci. Je fais une pause, ça va m'éviter de peut-être avoir complètement un trou sur ce que je voulais dire après. Je peux regarder mon petit papier ou pas? Je sais plus, j'ai un petit doute, permettez. J'ai un petit problème d'enchaînement. Voilà. On n'avait pas le droit au papier, je vous dis. Alors, on a quand même tous peur des changements. Ça, c'est un message que je voulais passer. Donc, je ne vais pas vous dire qu'au moment où j'ai fait ce changement-là, j'ai pas eu peur. C'est pas vrai. J'ai même été terrorisée. En fait, j'ai voulu profondément ce changement. J'ai même tout bougé pour le faire. C'est pas naturel d'être ingénieur et d'aller au commerce. Pas du tout. C'est pas simple. Par contre, à la veille d'y arriver, je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? J'aurais jamais dû faire ça. Pourquoi j'ai fait ça? J'ai mis des années à construire ma place. Et puis alors, le célèbre truc féminin de mon Dieu, j'y arriverai jamais. Ça, c'était la veille. Bon. Donc, on a beaucoup de peurs. Mais finalement, dans toutes nos peurs, combien de nos peurs se réalisent vraiment? Très peu. Très, très peu. Donc, oser. J'ai pas terminé. C'est ma petite pause pour retrouver mon fil encore. Alors, pour celles qui choisissent quand même une carrière exigeante, quel que soit le domaine, automobile ou autre, je ne vais pas juste vous dire que c'est facile. J'ai trop entendu des choses comme ça. Des femmes qui venaient parler, nous expliquer que tout se passait très bien et
un peu ce qu'on disait tout à l'heure. On avait tous les UV, on était bien organisés, tout ça c'était très très simple. C'est pas vrai. C'est pas simple. Alors même parfois je dirais que Wonder Woman en a juste un ras la cape, vous voyez, un ras la cape. Moi il y a un truc dans ma vie que je cherche en permanence. En permanence. Vous savez ce que c'est? Ce sont des heures, voire même des minutes, des secondes, ça dépend des cas. J'ai toujours besoin de temps. Du temps pour mon travail, du temps pour ma famille, du temps pour moi. Je manque toujours de temps. Toujours. Et puis alors, il y a aussi des grands moments, hein, quand on a choisi d'avoir une carrière assez prenante, alors, des grands moments de culpabilité, spécialité féminine, la culpabilité. Quand même, un peu. Alors, bon, par exemple, grand ménage dans mon agenda pour aller chercher mes enfants à la sortie de l'école. Classique, vous allez me dire. Alors, sauf que maintenant, réforme des rythmes scolaires, sortie de l'école, 15h45. Ambitieux, mais fier, hein. Agenda tout propre et j'arrive, mais heureuse à la sortie de l'école. Plein de parents, les enfants, et là, la maîtresse. Petit sourire en coin, devant tout le monde. Ah, mais c'est bien, on la voit pas souvent, la maman. Et là, c'est automatique, bam, chape de culpabilité, quoi. La joie qui s'en va d'un seul coup. Hein. Et le pire, c'est qu'au même moment, j'étais déjà en train de culpabiliser, de me dire, mais je suis partie du boulot, il était 15h, mais voilà. Donc 100% culpabilité, un grand classique. Donc mon deuxième message dans Oser. Ok, oser être aussi imparfaite. On n'est pas Wonder Woman. Oser être imparfaite. Alors la vie professionnelle, moi je trouve que ça ressemble à un grand tour du monde à la voile. Alors on est dans les métaphores, hein, voilà. Alors il y a pas mal d'escales, des fois il y a des bords qui n'étaient pas du tout prévus aussi. Hein. Mais le plus important, c'est qu'il y a surtout des conditions de navigation qui ne sont pas toujours les mêmes. Parfois c'est une navigation tranquille, petite brise, mer calme, hyper agréable. Puis alors parfois on ne sait pas pourquoi, c'est déchaînement des éléments. La houle, tous les vents contraires, grosse tempête. Ce qui est important pour moi, au-delà de la destination, c'est la façon dont je fais le voyage. Faire le voyage en gardant mon cap personnel et mes valeurs, quelle que soit la météo marine, si vous voyez ce que je veux dire. On a parlé des chefs juste avant, voilà. Parce qu'une entreprise du CAC 40, et toutes les entreprises d'ailleurs, hein, elle est quand même là pour faire des profits, c'est sa survie. Donc le monde de l'entreprise, même s'il est passionnant, mais c'est pas tous les jours câlin câlin, bisous bisous, plus belle la vie, tout va bien. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Par contre, on a tous le choix. On a tous le choix de la façon dont on fait les choses et de la façon dont on est avec les gens. Quels que soient nos postes, quelles que soient nos entreprises. On peut choisir de placer l'empathie, l'humain, le collectif au cœur de notre façon de travailler et avoir des résultats qui sont juste incroyables pour l'entreprise. Alors il y en a qui jugent que c'est de la faiblesse. Je suis sûre que vous en connaissez, j'en connais. On m'a encore dit il y a 2-3 semaines qu'il faudrait que je sois plus pitbull. Et moi je ne crois pas que ce soit de la faiblesse, moi je crois que c'est une force. Et puis quoi qu'il en soit, force ou faiblesse, c'est un cap que je veux garder. Ensuite, on a aussi la possibilité dans ce qu'on fait de trouver plein de façons de donner du sens. Je vous ai dit que je faisais des accessoires. Alors en ce moment, dans mes équipes, on travaille sur un petit projet. On veut développer des accessoires équitables avec des femmes en Inde qui n'ont pas accès au travail. Elles sont dans les campagnes, elles n'ont pas accès à la mobilité dont on parlait avant, elles n'ont pas ponette non plus. Et finalement, on est en train de réfléchir quels produits on pourrait leur faire faire, avec ce qu'elles savent faire et les matériaux qui sont à leur disposition, donc beaucoup du tissage, du tressage, pour leur donner accès au travail. Et puis nous, ces produits-là, on pourra les proposer en Europe. Ce projet-là, ce n'est pas vraiment pour du business. Et puis des projets, on en a déjà plein, on n'arrive pas à tout faire. Mais ce projet-là, il me tient à cœur et on va le faire. Et les gens dans mes équipes qui travaillent dessus, ça les rend heureux, parce que c'est un projet qui a du sens. Alors les messages que j'ai envie de vous passer ce soir, finalement, ça tient en un verbe et 3 déclinaisons. Le verbe, j'espère que vous avez compris, c'est le verbe oser. Sinon, j'ai vraiment pas été claire. C'est possible. J'ai un peu perdu le fil. Donc il y a oser aller vers ce que vous voulez, même en prenant quelques risques parfois. Il y a oser être imparfaite, ou imparfait, messieurs, ça marche aussi, hein. Il n'y a pas de genre. Et accepter toutes ces facettes. Et puis il y a oser garder ses valeurs et garder son cap tout au long du voyage. Et ça, c'est pas toujours simple non plus. On a tous un pouvoir d'influer sur son environnement, même par toute petite touche, pour le rendre meilleur. Merci.
Ça va mieux. Merci Barbara, on va oser, hein, voilà, osons, en sortant, vous ferez un truc fou, un petit pari avec vous-même, voilà. Alors, je sais que c'est dense qu'on vous demande, voilà, c'est une grande soirée, il reste une personne, une intervenante, et en plus, elle attend depuis tout à l'heure, donc ça doit bouillonner dans sa tête, donc vraiment, je compte sur vous pour l'accueillir vraiment avec un tonnerre d'énergie. Donc, ce qui est important pour elle, c'est d'agir à sa façon, c'est-à-dire d'agir avec le sourire, d'agir avec un certain plaisir et avec de l'empathie. Et en plus, il y a un truc spécial, c'est qu'elle adore les chaussures. Oui, c'est d'ailleurs pour elle que j'ai spécialement mis ses souliers ce soir. Voilà, c'est une petite dédicace. Mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir comme il se doit avec un tonnerre d'applaudissements. Vraiment, mettez le feu. Stéphanie Latombe. On adorait être là, non? Ah ouais, on adorait être là, c'est clair. Mais moi, j'y étais. C'était en 2002. C'était en mai 2002, je me souviens très bien, c'était les élections présidentielles. Moustique, Saint-Vincent, Sainte-Lucie, les îles Grenadines, on les a toutes faites. C'était magnifique, c'était merveilleux. Et puis, je suis rentrée, avant la fin du séjour. Ouais. Alors je comprends, vous vous demandez pourquoi, c'est normal. Eh bien parce que pour moi, être loin, c'est symbole de déracinement. Moi, j'ai toujours eu besoin d'avoir des repères, un cadre, des règles, du bitume, des feux tricolores, des passages piétons. Je suis née à Denfert-Rochereau, Paris 14e. Et alors, pour ce qui me concerne, je crois qu'on ne se refait pas. Moi, les grands espaces, le no limit, là, c'est un truc qui me fout une trouille, mais absolue. Bon, alors évidemment, en termes de parcours, je pense que je ne vais pas vous surprendre. Je suis restée dans une scolarité plutôt austère, simple, un bac éco, une prépa, une école de commerce, avec une spécialisation, contrôle de gestion, audit. Voilà, bon alors, qu'est-ce qu'on fait comme métier après ça? Bon, c'est plutôt simple, on va aller vers l'audit financier. Voilà, j'ai 22 ans, je sors d'école, ça reste un truc super généraliste. Alors, ça ne fera jamais de tâche sur un CV, bien au contraire. Hein. Il y en a même qui disent que l'audit financier, c'est un 3e cycle rémunéré. Donc, bon, je me dis, allez, ça ne mange pas de pain. Ah ouais, et puis, surtout un truc important, hein, c'est un bon poste. Ouais. Alors ça, c'est le gimmick qui m'a hanté pendant toute ma vie professionnelle. À chaque fois que je me posais des questions, la petite voix de mon père, là, juste là, dans mon oreille, « T'as un bon poste, hein. Ah, faut pas le lâcher. Hein. » Ok, donc. Mazar. Il y a tout de suite un truc qui s'est passé entre Mazar et moi. C'était pas comme les autres. Alors à l'époque, les autres, hein, petit rappel, c'était les Big Six. Il y avait Price, il y avait Coopers qui ne s'était pas encore marié. Il y avait Arthur, le grand Arthur, l'intouchable Arthur. Les potes de promo qui partaient bosser chez Arthur Anderson, ils franchissaient la porte et après on ne pouvait plus leur adresser la parole. Bon alors, clairement, derrière, ils ont beaucoup moins fait les malins. Ça, c'est évident. D'ailleurs, je vois que les plus jeunes ne réagissent pas. Je pense que pour eux, Arthur Anderson, c'était un joueur de tennis dans les années 70. Bon, alors, chez Mazar, pas d'entretien avec un psy. Ah ouais, ah non, mais parce que ça, j'en parle, parce que c'est du vécu. Alors, par décence, je tairai le nom du cabinet et surtout le nom du praticien, parce que pour moi, finir psy-recruteur dans un cabinet d'audit financier, c'est quand même d'une rare vacuité. Hein. Chez Mazar, pas de test de capacité logique. Chez Mazar, pas d'entretien de groupe improbable. Non, pas de mise en situation, pas d'études de cas. Non. Chez Mazar, finalement, le sentiment que j'ai eu, c'est que ce qui comptait, c'était l'envie de travailler ensemble. Ouais. Et alors, il y a tout de suite un truc qui s'est passé entre Mazar et moi. Alors après, soyons clairs, hein, ça reste l'audit.
Voilà. Donc le quotidien prend vite le pas. L'audit, c'est un monde où il faut être conforme. Ouais. Le standard, la norme, la conformité, l'ennui. Alors, évidemment, comme dans un couple, ce truc qui m'avait vachement rassurée au début, avec les années, j'ai commencé à trouver ça super, super lourd. Alors, je me suis dit, bon, c'est le moment de faire un bilan. Les pour, les contre. Alors, le tube de dentifrice jamais refermé, les chaussettes sales qui traînent, la Ligue des Champions. Ok, c'est précisément à ce moment-là que j'ai décidé que j'adorais cette boîte et que c'est bien ça le métier que je voulais faire. Mais qu'à partir de ce jour-là, j'allais le faire à ma manière. Ma manière, c'est avec le sourire. Ma manière, c'est avec beaucoup, beaucoup d'empathie. Ma manière, c'est avec du plaisir chaque jour. Ma manière, c'est en essayant de faire évoluer tout le monde. Ma manière, c'est en donnant leur chance à ceux qui ne cochent pas toutes les cases. Alors, par exemple, ça va être très simple. Le dernier stagiaire avec qui j'ai eu la chance de travailler, c'est un ancien footballeur professionnel reconverti en juriste. Ça ne s'invente pas et il se reconnaîtra. Et en fait, à ce moment-là, je me suis dit, peu importe ce que pensent les autres. Alors, être différent, être parfois surprenant, être singulier, ça donne tout de suite une image légère, qui est totalement incompatible avec toute notion de professionnalisme et de compétence. Voilà, bon, ça c'est du pur préjugé, mais malheureusement, l'être humain est ainsi fait. Être différent, ça fait peur aussi. Alors croyez-moi, ça n'aide pas du tout à trouver un sponsor et des soutiens, un mentor en tout cas dans sa société. Être différent, ça peut donner des regrets aussi parfois à ceux qui étaient différents avant et puis qui ont décidé de changer parce que du coup ça allait plus vite en fait, en devenant comme tout le monde. Alors quand on assume d'être différent, on sait qu'on va devoir être techniquement irréprochable. Parce qu'en fait, il y a des snipers qui nous attendent partout. Donc ça met une sorte de pression. Et puis, ça veut dire donc bosser 2 fois, 3 fois, 10 fois plus, et surtout jamais se décourager. Alors on en a parlé un petit peu, en plus, quand on est une femme et qu'on évolue dans un milieu spatio-temporel chargé de testostérone, il faut savoir que chacune de nos petites victoires, en fait, est pondérée de condescendance, évidemment. Et je reste polie. Mais alors, je vous vois venir, hein. Non. Loin de moi l'idée de stigmatiser mes chers collègues masculins. Non. Parce que les femmes aussi peuvent être des beaufs. Ouais. Alors, quand je dis des beaufs, je mesure mes propos. Elles peuvent être maladroites, quoi. Alors, je me souviens très bien de ce jour. On devait recevoir une directrice financière au bureau pour une opération majeure dans son groupe. Bon, alors, le genre de femme avec un parcours de dingue. Le genre de personne qui a eu son bac à 12 ans, qui a avancé dans la vie sans même se rendre compte qu'il y avait des gens autour. C'était pas méchant, c'est juste qu'elle les a pas vus. L'associée avec qui je travaille sur le projet va accueillir notre invitée. Et puis, elles arrivent toutes les deux dans la salle de réunion où je les attendais. Alors, il faut s'imaginer la scène. Moi, à ce moment-là, je me suis collé une pression de malade. J'ai bossé comme une dingue, jour et nuit, pendant une semaine. J'ai creusé tous les points, j'ai bûché tous les sujets, j'ai de la jurisprudence, j'ai du benchmark à plus savoir qu'en faire. Je suis au maximum, quoi. J'ai préparé les slides les plus concis et les plus percutants de toute ma carrière. J'ai un objectif en tête, c'est convaincre, gagner des points. Et alors, c'est à ce moment-là que j'entends la petite voix de l'associé qui dit « Ah, chère madame, voilà, écoutez, je suis ravie. Enfin, je vous présente Stéphanie qui s'occupe des opérations de marché chez nous. Vous savez, Stéphanie, cette jeune femme, je vous en ai déjà parlé, qui aime beaucoup les chaussures. » Comment ruiner 19 ans de boulot en une phrase? Alors voilà, tout ça, ça a un prix. Et en premier lieu, ça apprend à plus avoir aucun orgueil. Mais avec le facteur chance et quand arrive l'alignement des planètes, on se dit que tout ça, ça valait quand même vraiment le coup. Et que chaque petite chose, chaque petite bataille, chaque petite initiative valent vraiment la peine. Qu'est-ce qu'on va retenir d'une vie professionnelle, en fait? Se trouver et oser être soi-même.
Est-ce que c'est pas ça qui compte finalement? Se lever le matin, se dire je suis comme je suis. Allez, Bravo, bravo, bravo. Alors, est-ce que ça marche? Bravo, on les applaudit bien fort. Je me glisse au milieu. C'est de la chance, vous voyez, c'est là. Voilà. Alors, merci encore, bravo. Mais d'abord, un grand merci à toutes les intervenantes. Vous pouvez encore les applaudir. Merci. Vous êtes extraordinaires. Voilà, merci bien sûr à tous les partenaires, donc à l'ESSEC pour l'accueil bien évidemment, à Conférence des grandes écoles, à EF Education First qui va traduire les vidéos en anglais, l'agence Charleston pour ses magnifiques hôtesses, Pernod Ricard qui va nous proposer le cocktail dans quelques secondes. Voilà, 100 000 entrepreneurs, We Do Biz, Badines, French Web, La Tribune. Il y a également toute l'équipe, voilà, les interprètes qui étaient là ce soir pour traduire en langue des signes. Merci beaucoup. Bravo. Grâce à Renaud Voilà, d'ailleurs on qui a peut pris faire ça en venir charge. les trois. Merci à Lucille et Julie de l'équipe Les Apérettes. Et tout Julie à fait. à la régie. Ah voilà. Et Lucille qui a mis tous les micros, qui s'occupait de tout, qui Julie, ont travaillé Lucille. pendant des semaines. Merci. Merci. À Gilles également, à Gilles, le coach anti-blabla, qui a coaché Gilles. Rejoins-nous, voilà. Toute l'équipe technique. Et merci les à deux Franck. Seb, le présentateur. Merci, le super merci à vous. Merci. Merci infiniment. Toute l'équipe technique, Nadal, les deux Franck, Romain. On se retrouve tout de suite à la cantine pour déguster ce bon cocktail, mesdames et messieurs, et pour échanger avec tout le monde. Merci beaucoup, merci. Merci à vous. Merci.